Nous, je vais chercher Jean-Baptiste à la gare et on revient tout de suite. Bonsoir. Jean-Baptiste, bienvenue à Chartres. Merci de Ravi de vous accueillir, bon, c'est sympa. Bien installé ? On va découvrir le Grand Monarque, les producteurs de volailles maraîchage qui alimentent le restaurant. Une DS 1972, hein, c'est la voiture de Louis de Funès et du général de Gaulle, et là elle était magnifiquement restaurée. Il y a encore des artisans capables comme ça de restaurer ce genre de voiture, c'est super. On a l'impression d'être dans un salon du Grand Monarque. On est très bien installé, les cuirs sont magnifiques, le moteur fait très peu de bruit. Et puis on a un tableau de bord années 70 qui a un côté vintage aujourd'hui. C'est très minimaliste. Le plastique chic. Le plastique chic, voilà. C'est impressionnant de voir, c'était vraiment la voiture de luxe des années 70, DS présidentielle. Et aujourd'hui, elle tourne comme un avion. C'est un restaurateur qui est proche d'ici qui l'a refaite. Un artisan qui est en Eure-et-Loire et qui restaure divinement des DS de 200-300 000 km et il en refait des petits bijoux tout neufs. Il récupère les pièces ici et là. Et vraiment, c'est un monsieur attachant, rigolo, mais passionné. Et il démonte les voitures, mais de A à Z, c'est époustouflant. Un travail de couture, voilà. Pour tout remettre. Les cuirs, ils sont magnifiques. Le moteur tourne tout comme un avion. Et alors c'est une DS qui est semi-automatique. Voilà, c'est ça. Donc en fait, il suffit, on n'a pas d'embrayage, on passe les vitesses comme ça, d'une à l'autre, sans embrayage. Et la voiture, elle répond, elle est même tolérante. Quand on démarre en deuxième, elle accepte.
c'est une DS tolérante. Et puis donc oui, on passe les vitesses au volant. Voilà. Et c'est un vrai plaisir. J'avoue que par rapport à une voiture contemporaine, je trouve que c'est pas si différent finalement. Donc ils étaient innovants à l'époque et c'est un tel plaisir de profiter de cette voiture que j'avoue que je m'en prie. Voilà. Voilà, arrivé au Grand Monarque. Et on va se garer. Nous voilà au Grand Monarque, reçu par Bertrand Jalera et Benoît Sello. Bertrand Jalera, directeur du Grand Monarque. Benoît Sello qui est en charge des cuisines. Merci beaucoup de nous recevoir. Et puis ce bel endroit, ce bar en forme de bibliothèque avec des bouteilles et des belles photos de cinéma. C'est une maison de famille ici, au sens propre, puisque vous avez repris de votre père et vous continuez comme ça une œuvre qui a été commencée il y a plusieurs dizaines d'années. On suppose beaucoup de passion, beaucoup de travail aussi. On voit un établissement avec des ambiances différentes, puis il y a les tables, il y a l'hôtellerie aussi. Combien de personnes à peu près travaillent pour un établissement de ce genre, entre la cuisine et l'hôtellerie? Alors, le Monarque, c'est un joli bateau, c'est une centaine de personnes, à peu près une centaine de collaborateurs à l'année, avec une activité toujours à peu près constante, donc des collaborateurs qui sont employés tout le temps. Voilà. Et la clientèle sont des gens de Chartres, des gens qui travaillent, des touristes? Ce qui est sympa dans le Grand Monarque, c'est qu'on a, j'ai envie de dire, tout type de clients. C'est-à-dire que de la coiffure au banqueting, au restaurant gastronomique, à la cour, au bar, à l'hébergement, à des visiteurs internationaux, à une clientèle locale qui fréquente la maison, voilà, aux soirées. On a une variété de clientèle qui est vraiment très diversifiée. Et c'est aussi ce qui fait, je pense, le succès du Monarque. Puis c'est un établissement qui est inscrit dans la vie de Chartres parce que ça a toujours été un lieu de restauration, même avant que votre famille ne reprenne les lieux, donc c'est un lieu historique. Oui, à coup sûr. Avant, il y avait même 4 hôtels autour de la place. Aujourd'hui, il reste le Grand Monarque. Donc ce Monarque, il a su évoluer au fil des tendances, au fil des offres. Et aujourd'hui, c'est vrai que la restauration est un point important de la maison. Parce qu'effectivement, vous parlez d'évolution, on a à la fois l'impression dans le lieu, et c'est pas qu'une impression d'un lieu qui est ancien, qui conserve cette trace qui est très intéressante, puis en même temps, il faut s'adapter aussi aux nouveaux besoins. Vous avez créé un spa, on suppose également dans la manière de faire de l'hôtellerie, et on ne travaille pas de la même manière aujourd'hui qu'il y a une vingtaine d'années. Oui, je dirais même que chaque année, il faut se renouveler, avoir une nouvelle proposition, faire évoluer son offre. Les consommateurs, on le voit chaque année, il faut aller chercher une innovation, une nouveauté, une nouvelle offre. Et puis, il y a des choses qui passent avec le temps et qui disparaissent. Voilà. Vraiment, véritablement, c'est un renouvellement perpétuel, mais c'est aussi ça qui fait le charme de s'occuper d'une maison comme le Monarque. Et ça suppose aussi pour vous d'être un peu un chef d'orchestre. Alors, il y a ce que l'on voit quand on est hôte, quand on vient. On voit la cuisine, on voit la restauration, la table, mais derrière aussi la décoration. Il faut choisir la vaisselle. Donc il y a tout un ensemble auquel il faut penser pour donner cette ambiance de maison de famille. Alors pour notre famille, le Grand Monarque, c'est un projet de vie. C'est-à-dire qu'on épouse en famille un projet comme le Monarque. Voilà, le Grand Monarque. Et effectivement, j'ai envie de dire que les collaborateurs, les chefs de service, les gens, le chef de cuisine, le maître d'hôtel, le chef de réception, voilà, toutes ces personnes, il y a un dialogue quotidien qui fait qu'il y a une remise en cause perpétuelle et que des idées naissent, souvent sous l'impulsion des collaborateurs. Ça peut aussi être Nathalie, mon épouse, ça peut venir de nous, de suggestions des enfants, voilà. Ça se fait comme ça, c'est un projet de vie, quoi. Voilà, on épouse le Monarque.
Bonjour Frédéric. bienvenue. Merci de nous Bonjour recevoir. Benoît. Bonjour Bertrand. Ça va? Ça va bien. Ouais, super. Ça va. Donc la ferme La Belvindière, 3 générations déjà. Oui, bah voilà, c'est mon grand-père qui a commencé en 1970. Il a été au marché à Nogent un samedi matin. Il a été vendre ses premiers poulets, ses premiers œufs. Et puis tout de suite, ça s'est bien passé. Les clients, ils ont accroché. Et puis voilà comment a débuté notre histoire. Là, c'est un peu le triangle magique, Le Mans, Chartres, Orléans. Donc on est proche de la Sarthe et ses fameux poulets. On est proche de Chartres aussi. Donc on trouve un peu tous les types de volailles chez vous. Oui. Donc là, on est à l'entrée du Perche. Et nous, on élève donc du poulet, de la pintade, de la canette, du canard. Des oies. Et des oies et toutes les volailles festives pour Noël, les dindes et les chapons. Donc en plein air, il y a une partie maintenant pour couvert En plein air, la nuit et l'hiver. avec une fabrication de l'aliment à la ferme, systématiquement. Et, Vous produisez les propres céréales qui voilà. après alimentent les Tout à volailles. fait, tout à fait. On se sert de nos céréales et puis en complément des céréales de nos agriculteurs voisins. Et puis on alimente toutes nos volailles toute l'année avec notre fabrique d'aliments. Et après, toutes les volailles sont élevées au minimum 16 semaines pour essayer de leur donner une meilleure maturité et de faire un produit qui soit différent. Donc élevé, abattu, découpé sur place. Ouais. Donc, Notre propre abattoir et on est complètement autonome et complètement indépendant. Combien de salariés à peu près dans une ferme On comme est une celle-ci? quinzaine pour faire Quinzaine. tourner toute l'entreprise. Donc certains qui sont plus sur l'abattage, d'autres davantage pour l'élevage. Voilà, plus sur l'élevage. Après, la majeure partie, c'est sur l'abattage. L'élevage, ils sont 2, 3 avec moi quand j'y vais. Alors, il y a des saisons, évidemment, certaines volailles, on les mange surtout à Noël ou aux fêtes. Est-ce qu'en fonction des volailles, il y a une saisonnabilité l'oie, le chapon, c'est plutôt pour Noël. Alors, la généralement. pintade, ça se mange plutôt à l'automne, et puis jusqu'à Noël. Le poulet, c'est un produit qu'on mange toute l'année. régulièrement. Mais c'est un produit qu'on fait un petit peu moins cuire l'été quand il fait chaud, donc on en vend aussi plus l'hiver. Je vous propose d'aller voir les jeunes chapons qu'on est en train d'élever pour Noël. Donc là, ils sont en liberté jusqu'au 15 novembre. Et après, on va les enfermer et on va les finiroler pour leur donner leur consistance et le gras qui va faire que c'est un chapon en fait. Et que, Combien de que semaines la viande d'élevage soit pour un chapon? Alors là, on est sur 25 à 26 semaines d'élevage. En fait. Donc là, ils sont encore tout jeunes, mais ils vont Ouais, grossir. ils vont prendre petit à petit et à la fin, je vous dis, on les rentre et on leur donne une nourriture plus riche, à base de lait notamment, pour que les filets et les blancs soient bien persillés au niveau du gros et que ce soit bien moelleux en fait. Ce qui est intéressant avec notamment le poulet, ou la volaille de manière générale, c'est que c'est un plat qui est à la fois très, très simple, vraiment cuisine familiale que tout un chacun peut faire, et puis c'est aussi un plat de luxe, du moins un plat pour les grandes fêtes, l'oie par exemple, le chapon. C'est assez rare d'avoir comme ça des produits où on est à la fois sur le quotidien et sur les grandes occasions. Tout à fait. Tout à fait, on peut travailler effectivement la volaille de plusieurs façons. On peut l'enrichir un peu plus, lui rendre quelque chose encore un peu plus gourmand, un peu plus généreux, en lui agrémentant un beurre de foie gras ou des choses comme ça sur la cuisson. Il y a notamment les oies truffées par exemple, où là c'est un travail extrêmement long et fastidieux pour les préparer. La volaille, on peut la consommer rôtie. C'est un peu le classique. Il y a d'autres manières aussi en sauce par exemple. On peut nous par exemple jaune ou sauce aux champignons. Enfin, il y a pas mal de choses qui peuvent l'agrémenter. Nous par exemple, on l'a fait en 2 cuissons. On cuit d'un côté les cuisses et de l'autre côté le coffre. C'est-à-dire les deux suprêmes sont cuits séparément des cuisses. Mais toujours sur l'os quand même. Toujours sur l'os. D'accord. En bateau, comme on appelle en bateau. De manière à avoir des viandes qui sont tendres dans l'un et l'autre cas, puisque la durée de cuisson ne sera pas la même. Forcément, la cuisson sera différente. Les cuisses seront beaucoup plus longues à cuire sur des poulets fermiers que le suprême. Un poulet fermier, c'est combien de temps d'élevage? Alors un poulet fermier, chez nous, c'est 16 semaines. C'est-à-dire qu'en fait, nous on les garde 3 semaines de plus qu'un poulet qui est élevé en label rouge de façon classique. Et ça nous permet d'assurer une chair qui soit goûteuse et mature à la fois. Donc elle sera plus ferme, donc elle va mieux tenir aussi à la cuisson. Voilà.
On est entre deux, entre voilà, le poulet qui est jeune et ce qui va passer après sur du poulet qui est plus âgé, où là ça pourrait tendance à durcir. Donc on reste à 2-3 semaines au-dessus et là franchement ça fait la différence. Parce qu'une chair ferme, ça permet aussi, par exemple pour la poule au pot, d'avoir une volaille qui se détruit pas, qui va rester stable avec des vrais morceaux. Pour la poule, effectivement, on a une cuisson qui est très très longue et qui permet d'avoir une poule à la fois ferme mais pas trop sèche non plus. Combien d'heures de cuisson à peu près une poule au pot Sur une poule d'1 kilo, enfin, Frédéric pourrait me dire, mais 1,8 kg, 2 kg, une poule, un peu plus. Bon, il faut 1h30, enfin au bouillon, hein, on parle ouais. D'accord, au bouillon il faut 1h30. 1h30, donc on la met le matin, milieu de matinée pour qu'elle soit à peu près prête. Je sais pas, Benoît me dira, mais moi j'aime bien la faire cuire entière au départ, la laisser refroidir de façon à couper les morceaux et qu'ils ne se détachent pas trop. La préparer la veille en fait, de façon à ce qu'ensuite on la laisse macérer dans sa sauce blanche. Et plus elle macère dans sa sauce, plus la sauce va s'imbiber, ça va être moelleux, ça va donner du goût en fait. Et le bouillon on le récupère, on peut faire d'autres bien plats sûr, après. oui, on fait la sauce, on peut en faire une base de soupe aussi, on peut utiliser le mouillement du bouillon pour faire une soupe. On va inviter les copains 2 jours avant. Voilà. Alors oui, Chartres est la cathédrale qui a accueilli le sacre de Henri IV. Et de cette histoire est née la tradition de la poule au pot. Donc tous les ans à Chartres, c'est une fête, j'ai envie de dire, de la ville, mais aussi de tous les restaurants qui préparent cette poule au pot. Voilà, qui est devenue même une spécialité qu'on peut faire parfois à l'année, mais il y a vraiment le moment de la poule au pot à Chartres. À quelle période de l'année cette fête? Dernier week-end de février. Donc dernier week-end de février, c'est la poule au pot de Chartres. Donc si on est de passage dans la région, il faut pas louper. Vous aurez du bouillon au marché. Voilà. Le bouillon et la poule. Et la poule au pot, c'est un plat dont on ne se lasse jamais. Et puis c'est hyper diététique en fonction de la sauce qu'on veut bien mettre. Mais comme c'est servi avec des bons légumes, il n'y a rien de mieux. Voilà. Je vous propose d'aller voir les oies et d'aller voir les autres volailles qui sont un petit peu plus loin. Ah, super, on vous suit. Donc on a les oies derrière nous, les oies blanches. C'est une grande tradition française. On en consomme un peu moins maintenant, mais à l'époque médiévale, il y avait notamment le l'oie de la Saint-Martin qu'on consommait tous les 11 novembre. Et puis aujourd'hui, c'est plutôt un repas de fête. D'abord, c'est assez consistant une oie, donc il y a pas mal à manger. Oui, alors une oie, oui, c'est assez consistant. C'est une pièce qui va faire, avant de la consommer, entre 4 et 6 kilos. Et c'est une pièce qui est longue à cuire. Ça prend 3 à 4 heures. Et c'est un vrai produit noble parce que ça mélange de la viande ferme et de la graisse. Et le fait qu'on la fasse cuire longtemps, on a une viande qui est très moelleuse en fait. Une chair un peu rouge? Une chair un peu rouge, oui. Oui, qui caractérise les volailles qui sont venues pendant 5-6 mois, qui sont élevées comme ça. Et on peut aussi avoir du foie gras d'oie? Oui, on peut avoir du foie gras. Avec celle-ci on en fait? Celles-ci, non, elles sont destinées à être rôties. Nous, on fait que du foie gras de canard. Alors, on voit les pintades qui courent derrière nous, on va pouvoir aller les rejoindre et voir l'enclos à pintades. Alors voilà les pintades avec leur bruit caractéristique, toujours en train de courir, de se regrouper. Alors Benoît, vous avez une recette de pintade normande, du pays d'Auge. Oui, je m'inspire de la volaille Vallée d'Auge. Que j'agrémente avec des produits de la région chartraine, donc du cidre du Perche et des pommes auréliennes. Donc Vallée d'Auge, on est en Normandie. Voilà. Donc c'est de la pomme, donc on a quoi, de crème Alors du cidre, vinaigre de cidre pour accentuer un petit peu un peu de puissance à la sauce, et on finit avec de la crème. On lit le jus des pintades avec de la crème. Donc c'est une pintade en cocotte au four? C'est une pintade en morceaux que je découpe. Pas trop cuit parce que la pintade, si on la surcuit, elle a tendance à sécher. Ouais. Donc une cuisson au four légère. Et puis on termine avec un petit bouillon et légèrement crémé à la fin. Alors pas trop cuit, ça veut dire combien de temps à peu près de cuisson?
Il faut compter sur des morceaux de 60-70 grammes, environ une demi-heure à 40 minutes. Oui, donc puis c'est un animal qui est beaucoup plus petit qu'une oie, bien évidemment, et même qu'un poulet, c'est plus modeste. Oui, tout à fait. C'est un peu compliqué à produire dans la pintade, c'est plus sensible comme volaille. Alors la pintade, c'est un animal qui est originaire d'Afrique au départ, et qu'on élève paradoxalement bien l'été, parce que du coup ça adore la chaleur, et qu'on a un peu plus de mal à élever l'hiver, parce que justement quand il fait plus froid, elles ont besoin de chaleur qu'on n'a pas. Donc il faut chauffer les enclos. On fait pas mal les bâtiments l'hiver, ouais, il faut chauffer pas mal les bâtiments l'hiver. Vous faites aussi le poulet de Bresse, alors ça pourra surprendre parce qu'on n'est pas dans la Bresse. Oui, voilà. Parce qu'il faut distinguer, il y a l'AOC Bresse qui est en Bourgogne, et puis il y a la race poulet de Bresse, où là on peut la faire partout, et qui est alors, notamment en blanc, assez caractéristique. Alors moi je vais chercher mes petits poussins dans le pays de Bresse, et puis et après je les chaponne, et je trouve que c'est un produit qui est magnifique, que c'est un produit qu'on finit au lait entier. Je vais chercher mon lait entier dans une ferme voisine, et tous les matins, à partir du 10 novembre, on leur donne du lait entier jusqu'à ce que les animaux soient prêts à être abattus. Et c'est un poulet bleu blanc rouge, crête rouge, plume blanche et pas de bleu. Et pas de bleu, ouais, exactement, ouais. C'est vraiment une belle volaille. Hein. C'est une super belle volaille. Et là, ils sont heureux comme tout, là. Alors ici, on est dans l'atelier qui va préparer les céréales. Voilà, tout à fait. C'est ici qu'on prépare tout notre aliment pour nourrir toutes les volailles que vous avez sur la ferme. Donc l'aliment est composé à 85% de blé et de maïs. Donc on a cellules de blé, cellules de maïs. Le reste, c'est un complément minéral. Tout l'aliment est mélangé broyé et mélangé dans la cellule verte, et après directement expédié dans chaque bâtiment. Donc à chaque bâtiment, il y a le silo dans lequel l'alimentation est conservée, Voilà. et distribuée. Et distribué après automatiquement dans les mangeoires. Charge à nous après de vérifier que les boisseaux soient pleins, et puis on relance une production pour les remplir. Et à chaque stade de l'âge de la volaille, on a un aliment qui est différent. D'accord. Pour apporter les nutriments voilà, les pour le développement. protéines nécessaires, ouais. et puis les vitamines nécessaires. Frédéric, on va choisir cette volaille. Benoît, comment tu veux la préparer, cette volaille, pour Jean-Baptiste? Alors cette volaille, je vais la faire en 2 cuissons. Une volaille au girolles. Je vais utiliser donc les suprêmes et les cuisses pour avoir une farce avec du foie gras et un peu d'échalote confite. Suprême, c'est la partie qu'il y a devant. Tout à fait. Les filets. Les filets, voilà. Eh bien chef, je vous propose d'aller choisir cette volaille. Très bien. Alors on a l'embarras du choix, là il y a tout ce qu'il faut, canard, poulet, ces canards sont énormes, les pintades, Le foie gras, qui sont installés, les magrets, et là tous les poulets. Donc ça c'est des volailles qui ont été abattues juste à côté. Poulets d'à côté qu'on a battus hier. Voilà. Et là c'est en attente d'être ensuite mis sous plastique et pour être vendu. En fait, tout ce qui part au marché, c'est commercialisé directement comme ça dans la remorque-vente. Dans pot, comme ça. Ouais, directement comme ça. Alors quand on a le présentoir comme ça avec tous les poulets, là on a de quoi faire. On a de quoi faire effectivement, et c'est très appétissant. L'imagination tourne et Et là je vais choisir pour celle qu'on va préparer. prendre celui-ci, Frédéric. Ouais, parfait. Super bon. Comment tu l'as choisi, Benoît? Je trouvais qu'il avait une belle forme. Bon rond. On sent le gras. Les bras sur les côtés là, vous voyez, bien ça. Sans gras et impeccable. Ça, c'est un poulet de quel poids, Frédéric? Oh, ça fait 2,5 kg environ. 2,5 kg, celui-là. Ouais. Ah oui, c'est déjà une belle volaille. C'est un bon poulet de famille. Ouais, on a pour un repas pour 8 personnes environ. Oui, c'est le beau poulet. S'il y a des restes, on est fini le soir, froid. Mais c'est ce qu'on cherche à faire, on cherche à se démarquer. Voilà. C'est vraiment notre produit de base, un poulet qui est fait, qui est mature. Forcément, il fait un peu de poids parce qu'il est élevé un peu plus longtemps. D'accord. Et par rapport à un chapon, Alors là, il n'est pas castré. Ouais. Et le chapon, à la fin, il est fini élevé. La durée d'élevage est encore plus longue. Et le chapon va être plus gras. Parce qu'en fait, il est fini en lait, il a été castré. D'accord. Du coup, en fait, ses attributs mâles sont disparus. Un poulet comme ça, on peut le faire rôti, on peut le faire en sauce. Il y a assez... On peut le faire rôti ou en sauce, effectivement. On peut l'accommoder de mille et une façons. C'est vrai que tout simplement avec un peu de fleur de sel, un peu d'ail
un coup de pion, faire une farce aussi. On Enfin, peut faire une farce aussi, on peut le découper, on peut vraiment tout faire. On peut manger un poulet tous les dimanches en ayant à chaque fois une recette différente. Tout à fait, effectivement. Bon allez les gars, je vais pas vous laisser partir comme ça. On va aller faire un petit tour. On a préparé un petit apéro avant votre départ. Bon Frédéric, vous avez concocté des produits qui sont superbes. On a vu tout à l'heure les volailles en train de courir. Et puis là, c'est le produit final, fini, le foie gras, magret fumé. Il y a également ce que vous faites en conserve, rillettes de canard, terrine. Et ça, c'est une de vos réalisations, la terrine, Oui, voilà. terrine de foie gras. Oui, c'est quelque chose qu'on assaisonne, qu'on prépare, qu'on prépare ici et je fais ma propre cuisson. Il faut combien de fois pour faire une terrine comme ça? Alors ici, on a entre 2 et 3 fois. 3 selon la taille. C'est une terrine que je fais cuire au bain-marie pendant 40 minutes à une température de 130 degrés environ. Et alors si on veut déguster vos produits, on peut aller au Grand Monarque où on retrouvera ça sur les tables, en snacking, dans les plats. Tout à fait. Qu'est-ce que vous approvisionnez pour le Grand Monarque, notamment je crois que les rillettes de poulet et de canard, on les retrouve aussi? Les rillettes de poulet rôti, le magret fumé, le foie gras aussi. Consomme local. Voilà. Et puis là, on voit l'endroit où tout ça est produit. Comme vin, on a un Pouilly suissé, on est en Bourgogne. Donc c'est un vin qui est assez acide, enfin acide au sens minéral. C'est pas un vin moelleux, souvent on associe le moelleux et le foie gras. Là, ça va très bien aussi des vins qui sont non moelleux avec le foie gras. Ça fait un bon contraste également en bouche. Et puis, autre produit que vous avez, c'est aussi les conserves, le suprême de poulet à la crème. Voilà, on a fait quelques petites recettes qui ont été créées par ma maman. Du suprême de poulet à la crème, c'est un poulet un petit peu façon poulet au pot. Une cuisse de poulet à la provençale façon basquaise. Et puis avec la pintade, on a fait un mijoté de pintade à base de girolles et de cidre local. En fait. Et la conserverie qui met en pot et qui stérilise est juste à côté d'ici? Voilà, juste à côté de la Ferté-Bernard, à 30 km d'ici environ. Je vous propose de goûter ces petites choses délicieuses. Eh ben allons-y, on va voir la bouteille. J'espère que le chef aimera bien. Je m'occupe de ça, moi. Voilà Frédéric. On laisse le chef. Je vais faire les toasts. Le chef faire les toasts. Et le pain, il vient d'ici aussi, c'est un boulanger qui est... Ouais. C'est à la base, à côté. c'est boulanger. Qu'est-ce que Benoît vous conseillez comme pain avec le foie gras? Ça c'est la baguette ça... Moi j'aime bien le pain à farine d'épeautre ou alors des pains au levain en général. Ça se marie très très bien avec le foie gras. Il va avoir plus de goût de céréales. C'est ça. Et sur des pains qui ont du goût. Jean-Baptiste, je vous propose d'aller nous rendre visite à Diane dans son potager pour choisir les légumes qui vont accompagner la volaille. Eh ben, avec grand plaisir, comme ça on aura vu les volailles, les légumes. Alors avant d'y aller, comme on est juste à côté de Chapelle-Royale, je vous propose de faire un petit détour par le village. Il y a une très belle église où on verra notamment des vitraux qui sont extrêmement intéressants. Et puis après, on part au potager. Parfait. Bonjour Diane. Bonjour Diane. Jean-Baptiste. Bonjour. Ce panier magnifique de fruits de vos cultures. Ça, c'est toute une série de poivrons que vous nous présentez. Voilà, poivron couleur, exactement, Poivron qui couleur, commence à changer de noir, couleur. Et nos orangé. petits poivrons noirs, exactement, qui sont plus digestes et plus doux. Voilà. Donc tout ça, ça vient de votre production. Ouais, tout à fait. On va pouvoir aller visiter et vous allez nous montrer comment sont produits ces poivrons, où est-ce qu'ils sont fabriqués. Et on verra ainsi la terre qui leur permet d'être produits. Merci de nous accueillir chez vous. Ça fait 4 ans que vous êtes installés maintenant ici.
Donc vous ça. avez repris, c'était autrefois une ancienne exploitation de céréales. Voilà, exactement. Ici, c'était un champ de colza. Et on a converti donc quelques hectares en maraîchage qu'on va vous emmener voir aujourd'hui. Donc on aperçoit les serres au fond, il y a une partie du maraîchage en pleine terre également. Un des gros enjeux du maraîchage, c'est l'accès à l'eau. Vous avez ici de quoi faire pour tout ce qui est irrigation. Alors oui, on a eu la chance en fait en reprenant la ferme qu'il y a un forage en fait sur l'exploitation. On a un débit d'eau assez conséquent pour pouvoir arroser toute l'année sans problème, sans avoir de rupture comme cette année avec les fortes chaleurs. On arrive à arroser toute la saison sans problème. Dans le maraîchage, vous avez à la fois des fruits, des légumes. Alors oui, on a fruits, on a un petit peu de fruits, on fait un peu de fraises et de framboises. Et puis ensuite, au niveau de légumes, on a quand même un large choix de légumes, parce qu'on fait une soixantaine de légumes différents sur la saison. Ça va du poireau, du chou, de la tomate, sous serre, même en plein champ. Des pastèques, des melons, de salade, un peu de tout. Et donc vos clients, ce sont des restaurateurs comme Benoît et des particuliers. On peut aussi venir à la ferme, acheter vos produits. Vous avez une boutique qui est ouverte. Beaucoup de ventes directes. Ouais. Beaucoup de ventes directes. Et comment on choisit les types de légumes que l'on fait? C'est en fonction c'est un coup de cœur sur un produit, c'est en fonction des goûts, de la manière de le produire, aussi en fonction des saisons? Alors, le choix des variétés, c'est vrai que c'est très important. En fait, quand on démarre, on est un peu dans le flou. On a la chance d'avoir des techniciens qui ont fait un peu le travail à notre place au démarrage, parce que c'est vrai que je prends l'exemple des tomates, il y a plus de 100 ou 200 choix de tomates différentes. On ne fait pas des tomates, on fait voilà, c'est ça. des qualités de et tomates. Du coup, on va dire que chaque légume ou chaque tomate a sa spécificité. On essaie de choisir des variétés qui ont du goût. Alors elles sont toujours un peu plus dures à travailler. Elles ont souvent un petit peu plus de maladies. Elles sont peut-être moins belles d'aspect. Après, au niveau du goût, nous, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Nos clients cherchent du goût. C'est-à-dire qu'il y a des tomates qui seront plus goûteuses. Est-ce qu'en fonction des plats qu'on va préparer, il y a peut-être des tomates qui tiennent mieux à la cuisson que d'autres qui sont peut-être plus adaptées pour être consommées crues? Ça, c'est le chef qui va. Ouais, les tomates, les cornues des Andes par exemple, les tomates qui peuvent être utilisées pour des sauces tomates qui sont très 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 bien. Et puis après pour des salades, des entrées, la Campari, vous produisez que j'aime bien. La Campari bien parfumée. Voilà, et la tomate cerise aussi qui est parfaite. Donc on n'achète pas les tomates, mais en fonction du plat qu'on veut faire, on va prendre telle ou telle catégorie de tomates. Exactement, ouais. Voilà. Et on a vu les poivrons aussi, des couleurs très variées, mais là aussi des espèces de poivrons qu'on va peut-être adapter en fonction des plats qu'on veut préparer également. Donc des poivrons colorés, donc avec plusieurs couleurs, ou les poivrons noirs effectivement. Moi j'aime bien griller les poivrons, enlever la peau et les assaisonner simplement avec un peu d'ail et un peu d'huile d'olive et les consommer comme ça à température. Alors vous avez commencé il y a 4 ans, mais vous aviez quand même pied dans l'agriculture, ne serait-ce que par des traditions familiales. Bah oui, alors moi je suis originaire de l'Aisne, mes parents sont agriculteurs depuis des générations dans l'Aisne. Et Diane, ses parents... Et mes parents également sont agriculteurs céréaliers, alors pas du tout dans le maraîchage. Donc, non voilà, pas du tout dans le maraîchage, c'est vraiment on est parti céréales, de zéro sur notre savoir-faire maraîcher, on va dire. Et comment on apprend justement ce savoir-faire? Alors moi j'ai pas fait d'études agricoles, j'ai fait une formation agricole avec une option maraîchage. Bon, ça m'a appris quelques bases. Après j'ai travaillé 3 ans chez un maraîcher pour vraiment apprendre le métier. Là j'étais vraiment salarié agricole et je lui ai demandé de vraiment faire tout de A à Z. Et du coup ça m'a vraiment appris les bases et ensuite on va dire que c'est que le temps, les premières années on fait un peu d'erreurs et au fur et à mesure on apprend de nos erreurs et du coup c'est la meilleure école en fait. C'est ça. Et alors on va voir également sur l'exploitation qu'une des difficultés ou des spécificités du maraîchage, c'est qu'il y a des outils adaptés à chaque légume. On ne fait pas des carottes comme on fait des poireaux, donc il faut aussi avoir les outils qui vont avec, ce qui suppose pas mal d'investissement et maîtrise. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas aller... quand on s'installe, on pourrait acheter n'importe quoi parce que c'est vrai que on va dire que chaque légume peut avoir un outil. Aujourd'hui, on essaie d'avoir des outils un peu qui soient assez polyvalents, notamment une arracheuse à carottes qui fait aussi arracheuse à betterave, céleri, panais, un peu de tout. On a acheté un semoir aussi qui est aussi très polyvalent, qui nous permet de semer un peu toutes sortes de graines. Voilà, donc on essaie de trouver de la polyvalence, parce que sinon c'est vrai que comme vous dites, c'est des investissements énormes. Merci pour ces explications. Qu'est-ce que vous avez besoin comme légumes, chef, aujourd'hui pour Alors, j'ai besoin de carottes, de tomates, des aubergines et des fraises.
C'est parfait, on a tout ça. On vous suit alors et puis on va aller voir tout ça directement sur place. Très bien. Là, nous sommes dans la serre, c'est une forêt, on voit les tomates qui montent comme ça le long de filins. Ce qui est extrêmement impressionnant, c'est de voir ce qu'il faut aussi d'aspect technique, ces serres qui font plusieurs mètres de hauteur. Comment elles sont conçues ces serres pour permettre le développement des tomates? Alors en fait, on a choisi nous des serres donc très hautes, ce qui nous permet en fait d'avoir un volume d'air très important pour nos tomates, ce qui évite la maladie, parce que c'est vrai que les tomates sont assez propices aux maladies. Du coup, voilà, c'était un choix technique d'avoir une serre très haute. Après, on peut y rentrer en tracteur aussi. Voilà, on peut y rentrer en tracteur. Justement, on a un matériel qu'on avait repris avec l'exploitation. On ne voulait pas changer tout notre matériel pour racheter un tracteur pour entrer dans les serres. Ensuite, on a utilisé on utilise un système d'arrosage par le goutte à goutte. C'est un petit tuyau en fait qui vient poser une goutte au pied de la tomate. On met aussi en amont, on met énormément de compost. Il faut savoir que sur une serre comme ça, on met à peu près 20 tonnes de compost, ce qui nous permet d'avoir un engrais toute l'année, de pouvoir alimenter nos tomates toute la saison sans engrais chimiques. Voilà. C'est un compost de fumier? Alors c'est un compost, il y a un peu de fumier, c'est beaucoup de déchets végétaux. On veut un compost assez grossier justement pour qu'il permette de libérer justement tout l'azote au fur et à mesure de la saison. Et là la tomate donc pousse le long du filin, on voit qu'elle est accrochée jusqu'en haut, ce qui permet aussi de traiter la plante, puis pour la récolte c'est plus facile d'accès. Voilà, exactement. Donc on utilise un fil, donc il y a un énorme travail toute la saison. On a une fille qui fait ça super bien. Il y a un énorme travail en fait sur la tomate parce qu'il faut l'accrocher au fur et à mesure qu'elle pousse. On va lui enlever les gourmands, donc là il en reste un, mais voilà, on va lui enlever les gourmands, sinon ça lui ralentit la croissance de la tomate. C'est la branche qui pousse, en fait c'est la branche qui pousse. On la voit entre la feuille et la tige principale, vous avez souvent un gourmand qui pousse. Voilà, donc toute la saison, on fait grimper nos tomates. On va ensuite enlever le maximum de feuilles pour toujours éviter ces maladies. Et puis ensuite, la récolte commence. Et c'est vrai qu'il y a une facilité au niveau de la récolte, c'est que c'est quasiment à hauteur. Bon, sauf en fin de saison, il faut quand même prendre une échelle ou un petit escabeau, mais quasiment toute la saison, on est à hauteur. Donc c'est vrai que c'est un travail plus rapide au niveau de la récolte. Alors on a l'habitude de voir des tomates rouges, et puis là on a des tomates au jaune, d'autres noires. C'est des variétés qui sont assez récentes? Alors c'est des variétés, variétés qui ont été travaillées il n'y a pas si longtemps. En fait là on est sur une variété, c'est de la Summerson. C'est une variété de tomates cerises qui est très sucré. Je dirais presque que c'est un bonbon. Je pense que les gens, faut qu'ils la goûtent une première fois parce qu'on n'est pas trop attiré en général par des tomates jaunes. Une fois qu'ils l'ont goûté, ça ils y adhèrent complètement. Ensuite, on a des variétés de tomates rouges là-bas. C'est la petite Campari avec qui marche super bien. Et de ce côté, on a plus les tomates anciennes, style cœur de bœuf, cornu des Andes, ananas, noir de Crimée. Voilà à peu près les variétés. Il y a la petite boîte là qui a son utilité aussi. Elle n'est pas là par hasard. Non, elle n'est pas là par hasard du tout. En fait, ça c'est tout au long de la saison. En fait, on a besoin de polliniser nos tomates. Donc voilà, c'est des ruches en fait de bourdon qu'on met tout au long de la saison. Et en gros, c'est ce qui nous permet d'avoir
plus de tomates. J'ai envie de dire que si on n'avait pas ces petites boîtes-là, on perdrait quasiment 30% de rendement. C'est-à-dire que les bourdons vont sur les tomates et ainsi ça. participent à la pollinisation. Voilà. En fait, sous serre, on a un gros problème justement au niveau des insectes, parce que les insectes ne rentrent pas forcément, les abeilles non plus. Du coup, on les met, j'ai envie de dire, on achète des ruches. Donc dans les 3 serres, vous avez des ruches à chaque fois. Et c'est ce qui nous permet de polliniser nos tomates, nos fraises, nos aubergines, nos concombres, l'ensemble de nos serres. Ce qui est très intéressant, c'est que ce que vous êtes en train de montrer, c'est qu'il y a à la fois une association de techniques très développées, puis de choses plus rustiques. Donc on a le goutte à goutte, ces serres qui sont extrêmement modernes, et tout ça c'est au service de produits de qualité et de produits qui sont aussi respectueux du goût et de la manière traditionnelle de faire les choses. Tout à fait, ouais. En fait, alors il faut savoir que nous on n'a pas forcément de label quoi que ce soit. On est sur nos tomates, comme je vous ai dit, comme on a des gros volumes d'air, très peu de maladies, donc on a très peu de maladies, donc pas de traitement. On effeuille aussi beaucoup nos tomates au fur et à mesure de la saison, justement pour éviter les maladies qui viennent du sol, en général à la période d'automne, quand l'humidité remonte un peu, on a les premières maladies qui arrivent. Du coup, comme on effeuille partout, on n'a jamais, ça fait 4 ans qu'on est là et on n'a jamais mis un produit sur nos tomates. Alors effeuiller, repasser, ça veut dire beaucoup de main d'œuvre et beaucoup de travail aussi. Ouais. Il y a combien de personnes sur votre exploitation? Alors on a aujourd'hui 5 personnes à temps plein. Donc on a 2 vendeuses qui sont là, qui font les marchés et puis les ventes à la ferme, et on a aussi 3 personnes qui sont là, alors beaucoup c'est vrai en pleine saison dans les tomates. C'est un métier qui est très gourmand en main d'œuvre, parce que c'est un métier, on a beau être mécanisé, il faut toujours être derrière. La tomate, on a beau se mécaniser, on a beau avoir les faire grimper, il faut les récolter, c'est beaucoup de travail, et c'est vrai qu'il faut des petites mains et c'est des gens courageux, parce que c'est vraiment un métier difficile. Ouais. Vous nous avez donné envie avec ces tomates sucrées, peut-être qu'on peut, avec le chef, en goûter quelques-unes. Ouais, tout à fait. Alors, on n'a pas les odeurs à travers la caméra, c'est encore un élément technique qui n'est pas possible, mais on sent vraiment les tomates, et quand on se balade dans votre exploitation, on sent les différents légumes. Tout à l'heure c'était les poivrons, les fraises aussi, on sent vraiment l'odeur des fraises, c'est extrêmement agréable. Alors là, voilà, goûter, c'est la Summerson. Donc c'est une variété qui est assez ferme, hein. C'est des tomates qui sont assez fermes. En goût, c'est super, quoi. C'est très sucré. Effectivement, on pourrait presque l'avoir en dessert. Ouais. En dessert, vous pouvez le mettre, je sais pas, dans une bonbonnière pour les enfants. Ça peut être une idée. Hein. C'est mieux que des bonbons. Ouais. Il n'y a pas de sucre. Non. Et il y a juste le goût. Donc voilà, il y a juste une chose que j'ai oublié de dire, en fait, c'est des tomates. Ces tomates-là, en fait, on commence à les récolter, nous, ici, en juillet, et on finit grosso modo 15 octobre. Voilà. Et est-ce qu'il y a des tomates qui apparaissent plus tôt dans la saison ou qui Non, alors nous, on a un problème ici, enfin, on a un problème. On a un climat qui est quand même, on n'est pas comme les gens du Sud. Dans le Sud, ils commencent dès le 15 mai ou fin mai. Nous, vraiment, le démarrage des tomates, c'est début juillet. Le lancement de la saison d'été, c'est vraiment 14 juillet, on va dire, 14 juillet. Ouais. Alors il y a d'autres types de tomates que vous voulez nous montrer, et qui sont là aussi assez originales. Il y a des choses que vous faites très classiques qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits, mais là on va voir des types de tomates assez originales et qui vont beaucoup plaire à nos téléspectateurs. Ouais. Donc voici la Campari dont on parlait tout à l'heure. Chef, ça c'est une tomate que vous préparez de quelle manière? Alors c'est une tomate que j'aime bien, que j'affectionne particulièrement parce qu'elle est toute petite et très concentrée en goût. Donc on peut l'utiliser en salade, tout simplement, ou les confire. Moi je les coupe en 2 et je les passe au four. Au four pour qu'elle sèche un petit peu? Pour qu'elle sèche un petit peu, qu'elle garde quand même un petit peu d'humidité avec un petit trait d'huile d'olive et un peu de sel, tout simplement. On peut en goûter s'il y en a quelques-unes qui sont mûres. Il y en a... Là, il y en a une. Tu l'attrapes? Elle est haute. Elles sont hautes maintenant. Donc là c'est pareil, on est en fin de saison par rapport au cycle de la tomate. Voilà, exactement. Hop, voilà. Tenez. Merci. Hop. Allez, chef. Merci. Donc effectivement très petite, oui, par rapport à d'autres qui sont plus amples. En tout cas, ça sent très bien la tomate. Et est-ce que la manière de travailler la tomate dans la serre varie d'un type à l'autre, en termes par exemple de résistance aux maladies, d'irrigation? On va dire qu'en
théorie, oui. Je pense que chaque tomate a ses spécificités. Pardon. Nous, aujourd'hui, on n'est pas forcément équipés pour avoir une irrigation spécifique à chaque tomate. Du coup, on globalise, on fait un peu un entre-deux et ça nous va très bien. Alors, ça va jouer surtout au niveau du rendement. On aura un peu moins de rendement sur certaines tomates, peut-être un peu plus sur d'autres. Mais au global, ça reste, on essaie de faire au plus simple. C'est vrai qu'on a déjà pas mal de travail. Donc. À la fin de la saison, les pieds sont coupés là où Ah oui, alors c'est des pieds qui durent 1 an, donc plantés au mois de mars-avril. Dès le 1er novembre, on enlève tout. Et ensuite, on retourne le terrain, on retravaille un peu le terrain, on remet du compost, comme je vous ai dit tout à l'heure, on remet pas mal de compost. Et ensuite, pour l'hiver, on va semer des carottes, on va planter des salades, faire de l'endive. On fait aussi beaucoup d'endives de plein champ, enfin des endives qui ont beaucoup plus de goût. Donc voilà, les serres sont occupées 11 mois et demi dans l'année. D'accord, donc là c'est la forêt de salade, mais si ça. On revient dans 3 mois, il n'y a plus rien. C'est ça. Exactement, il y a des carottes, des radis. En fait, l'idée c'est de retrouver tout de suite une production pour le mois de mars-avril, parce que nous on a quand même des terres froides en extérieur, donc on essaie de retrouver tout de suite une production pour pouvoir proposer à nos clients une gamme assez large dès le mois d'avril, puis ensuite au mois de mai, le plein champ fera le relais. Et quand est-ce qu'on plante les tomates dans les serres? Alors ici on les plante dans notre région, donc c'est des serres qui ne sont pas chauffées, donc on va les planter autour du 25 mars. Donc on a toujours un petit peu peur, nous c'est des gelées de printemps. Donc ça nous arrive une fois de temps en temps de mettre un générateur d'air chaud quand ils annoncent un peu de froid ou des grosses gelées. On essaie de les garder à 0 degré pour éviter qu'elles gèlent. Et les serres peuvent se fermer sur les côtés? C'est ça, elles se ferment complètement, elles peuvent s'ouvrir complètement partout ou se fermer complètement. Et donc en fonction de la température dont vous avez besoin, vous contrôlez exactement, on a un thermomètre et puis l'hygrométrie aussi, beaucoup d'hygrométrie, on travaille beaucoup avec l'hygrométrie. L'avantage d'une serre comme ça, c'est qu'au mois de mars-avril, quand on ferme et qu'il y a un rayon de soleil, vous avez tout de suite 25 degrés. Donc c'est plutôt agréable quand on travaille sous la serre, c'est quand même plutôt sympa. On est sous les tropiques. Exactement, au mois d'avril. Alors des aubergines très, très originales parce qu'on a l'habitude de les voir noires ou couleur aubergine et là elles sont complètement blanches. Donc c'est une variété assez récente là aussi que vous nous proposez? Alors non, justement tout ça ce sont des aubergines anciennes. Donc on est nous on fait beaucoup d'aubergines anciennes, on fait un petit peu d'aubergines noires mais on fait surtout beaucoup d'aubergines anciennes. Donc on a des violettes striées et on a surtout les fameuses aubergines blanches qui elles ont la particularité, alors comme toutes les aubergines anciennes, d'avoir une peau beaucoup plus fine, d'avoir un goût plus fin et l'aubergine blanche, moi c'est ma préférée, elle a comme un petit arrière-goût de champignon un petit peu, elle est très appréciée. Comment on la travaille celle-ci en cuisine? Alors moi je la passe au four, je fais un caviar d'aubergine et j'ai un résultat, un caviar qui est très très clair, qui est vraiment très doux et agrémenté avec un tout petit peu de pâte de sésame et c'est parfait. On conserve la peau sur le caviar ou... Parce que les aubergines noires, la peau est assez épaisse. La peau est assez ferme et là effectivement je l'enlève quand même pour avoir quelque chose de très onctueux. Le goût est le même, différent des autres ou... Beaucoup plus léger. Plus léger. Donc il y a les blanches et puis vous avez d'autres catégories aussi d'aubergines que vous nous proposez. Donc, on a des grosses rondes violettes, voilà, donc on a les striées blanches et violettes. Donc voilà, les blanches, les noires. Et là aussi, en fonction des plats que vous avez préparés, vous allez choisir l'aubergine qui convient le mieux selon qu'on l'a fait en caviar ou différemment. Oui, pour la ratatouille par exemple, j'utilise l'aubergine noire. Et puis si je veux faire un petit picos, l'aubergine violette peut être assez décorative et assez sympa. C'est assez fragile l'aubergine à produire? Ou c'est sensible aussi aux bestioles ou aux variations climatiques? Alors oui, effectivement, c'est assez complexe à produire. En fait, alors on est toujours sur le même système que la tomate, hein. On les entretient toute l'année pour avoir un résultat aujourd'hui qui est assez sympa, des aubergines assez bien développées.
On a un gros souci nous ici, c'est que dès qu'on a des fortes chaleurs en été, on a des attaques d'insectes assez importantes. On ne met pas d'insecticides. Du coup, on est obligé de tout tailler, tout ratiboiser. C'était une forêt nue, en fait, on va dire, d'aubergines là au 15 août. Et là, elle repart tranquillement. Dès qu'on a des nuits un peu plus fraîches, comme on a eu en début du mois, à 8-9 degrés, les insectes s'en vont. Et puis maintenant, jusqu'à la fin de saison, on sera tranquille. C'est quoi l'amplitude de la saison pour l'aubergine? Alors, c'est comme la tomate. On commence, un petit peu plus tôt quand même. On commence le 15 juin, on va terminer le 15 octobre. On peut en produire un petit peu plus, mais ensuite les gens partent vraiment sur les légumes d'hiver. 15 octobre, vraiment, c'est un peu la transition. Les températures baissent, les gens ils veulent des courges, des petits marrons, enfin des légumes d'été, on les oublie. Voilà, un peu moins Oui. ce qu'on peut, les plats d'été qu'on produit avec les aubergines. Alors culture de plein champ cette fois-ci, on aperçoit derrière nous les carottes, les poireaux. On est au moment de la bascule légumes d'été, légumes d'hiver. Comment vous préparez les champs pour justement le passage de l'un à l'autre et aller vers les légumes qu'on a plutôt à l'automne ou à l'hiver? Alors oui, effectivement, là on approche, début octobre, on démarre vraiment les récoltes d'hiver. Là il va nous rester 15 jours, mais avec les températures qu'on a eues, tous les légumes d'été commencent à périr. Du coup, nos légumes d'hiver, vous avez effectivement les carottes ici, nos poireaux, nos panais. L'idée, c'est de tout récolter sur 1 mois et demi. Nous, on a fait ce choix-là. On récolte toutes nos carottes, tous nos panais. Les poireaux, ils vont rester tout l'hiver. Mais carottes et panais, on les récolte tout en 1 mois et demi. On les laisse en frigo brut dans la terre. Et ensuite, on les sortira au fur et à mesure de la saison. Les radis noirs, les betteraves Oui, également. voilà, ouais. Vous faites également de la betterave? Multicolore, rouge, betterave chioggia, betterave orange. Voilà. Donc on fait pas mal de betteraves même, de plus en plus. C'est un légume que les gens prennent de plus en plus. On s'est équipé aussi d'un cuiseur à betteraves. Du coup, on arrive à avoir des betteraves cuites. Et c'est vrai qu'une betterave cuite du jour, vendue sur les marchés, ça part tout seul. Ça part vraiment tout seul. Donc, Est-ce qu'on voit au cours de ces dernières années des évolutions de tendance dans les légumes? C'est un peu comme les modes vestimentaires autres, qu'il y a des légumes oubliés qui reviennent, d'autres peut-être qui vont disparaître. Il y a des modes. Moi, je pense que le panais est un légume qui revient effectivement beaucoup. Moi, quand j'étais petite, j'ai pas souvenir qu'on mangeait comme ça du panais. Aujourd'hui, c'est vrai que ça revient beaucoup au goût du jour. On les voit sur les cartes de restaurants, on les voit dans les magazines de cuisine. Ouais. Alors le panais, justement, c'est un légume que vous travaillez avec le petit marron également. C'est un peu le même style d'esprit de ces légumes qui reviennent. Ouais, le panais, moi je le fais souvent en velouté ou en mousseline aussi, une mousseline de panais agrémentée avec un petit peu de noisette, ou en chips, ça fonctionne très bien en chips aussi. ouais, tout à fait. Alors en chips, il faut le couper avec des fines tranches. Le râper très finement, vous passez à l'eau glacée et puis après vous le passez à la friture. Donc des chips de panais, Des chips de panais, ouais, qui fonctionnent très bien. Et des gratins, ça marche aussi ou pas? Le panais fonctionne en gratin aussi, mais c'est vrai qu'on peut aussi le faire de cette façon. Ouais, donc c'est assez polyvalent comme légume. Tout à fait, oui. Comment on travaille la carotte? Il y a une manière spécifique de la cultiver? Alors oui, en fait, nous on est dans une terre assez lourde, donc du coup, pour que la carotte puisse descendre, il faut qu'on lui fasse une grosse butte, la plus grosse possible. Donc nous on fait des buttes de 25-30 cm. Ensuite, on va jouer beaucoup avec l'arrosage. C'est-à-dire qu'en début de cycle, donc on va arroser un petit peu pour que la plante se développe. Au moment où c'est ce qu'on appelle le stade crayon, la carotte, on va arrêter de l'arroser, donc elle va descendre chercher de l'humidité. Donc c'est ce qui va donner la taille de la carotte. Une fois qu'on estime que la carotte a une taille correcte, on remet de l'arrosage pour qu'elle prenne sa taille finale. Et dans le choix des carottes, il y a différentes espèces, un peu comme les tomates, on a des carottes différentes. Nous on a plusieurs choix de carottes. On fait de la carotte, alors souvent l'été on fait de la carotte noire, de la carotte jaune et de la carotte orange, c'est les classiques. Après l'hiver on va rester vraiment sur, on a différents types de carottes. On a une carotte de début d'hiver on va dire qui est un peu plus sucrée et on va arriver ensuite sur les carottes qui vont se conserver plus longtemps, qui elles sont un petit peu moins sucrées mais qui vont permettre en fait d'avoir une gamme de carottes toute la saison, en fait, d'avoir de la carotte toute la saison. On aperçoit derrière vous un tracteur, un outil qui est spécifique justement pour la carotte. Alors il a une forme un petit peu bizarre, ouais. Avec les roues derrière. Vous allez nous montrer comment il fonctionne et comment avec ça on travaille la carotte dans les champs. Tout à fait.
On y va. Alors voici la machine pour ramasser les carottes. Comment est-ce que ça fonctionne quand c'est en mouvement? Alors, en fait, là vous avez 2 rouleaux qui tournent qui permettent de lever les fans. Les 2 courroies emmènent les carottes jusqu'ici. Là, vous avez un système qui permet de couper les fans. Ça tombe sur ce tapis. Il y a une personne qui va trier les carottes, les mauvaises carottes, et ça tombe dans un palox et ensuite au frigo. Nous voici au magasin où nous pouvons retrouver l'ensemble des produits des champs et puis des produits également d'autres producteurs de la région, que ce soit des céréales, que ce soit également des produits de la ferme fromage et volaille. Et puis ce que je vous propose, chef, c'est qu'on aille faire les courses pour tout à l'heure pour préparer le plat que vous allez nous concocter. Voilà, chef, allez, Merci, on y va. On y va. On a ici les côtes de blettes. Voilà, Ouais, j'ai besoin d'utiliser côte de blettes. côte de blettes, s'il vous plaît. Alors, vous en voulez une botte? Une botte, parfait. Allez, une botte. Vous avez vu, là, on a nos premiers petits poivrons snacking. C'est la nouveauté là, de cette semaine parce qu'on attend souvent très longtemps qu'ils changent de couleur. Et là, ça y est, on a nos petits... Voilà, c'est des petits poivrons. Alors, ils sont mini. rouges, verts, jaunes. Exactement. C'est très beau aussi dans Très beau dans l'assiette, Ça, c'est ça. pour l'apéritif. En général, très apprécié. Pour l'apéritif, à faire en picadillos, farci ou peu importe. Voilà. Je vais vous prendre du potimarron aussi. Alors, les potimarrons. Hop. Allez, il faut bien... Voilà. Les pommes de terre, on a une grande variété de types de pommes de terre. Selon les plats qu'on veut faire, là c'est pareil, on va choisir aussi des pommes de terre différentes, que ce soit des frites, des gratins. Tout à fait, une pomme de terre plus ou moins farineuse suivant l'utilisation. Pour tout ce qui est frites par exemple, la biche ou des pommes de terre Voilà, la grilla, des choses comme ça. Et si on veut prendre un beau poulet avec des pommes de terre tout autour, qu'est-ce qu'on va prendre comme type Alors là, on va prendre la navelle. Alors dans ces cas-là, une petite pomme de terre chair ferme qui est très fondante, très bonne en goût, voilà, mais qui se tient bien à la cuisson. Avec l'oie pour Noël ouais, super. ou pour le poulet du dimanche, c'est celle-ci. Celle-ci très appréciée, exactement. Alors vous avez là-bas l'étal, alors c'est plein de couleurs magnifiques. On retrouve les aubergines, mais extrêmement variées aussi. Il y a les courgettes, voilà. Des concombres également. Donc tout ça, ça vient de chez vous? Oui, tout à fait. Ce qu'on a pu voir sous serre, entre autres, voilà, et en plein champ. Donc des voilà. courgettes allongées ou rondes? Ou rondes, exactement. Voilà, pour farcir. Pour le farcir, par exemple. Et la courgette jaune qui est un peu plus douce en goût, qui varie, voilà, qui change de la courgette verte. Voilà. Là, c'est des aubergines de bicolores, enfin aubergines et blanches, voilà. striées. Qui s'appelle Shakira, l'aubergine Shakira, celle-ci. Voilà. Hop. Est-ce que les aubergines produisent au même moment ou est-ce qu'il y a une différence de production selon la qualité? Non, en fait, elles arrivent tout autour du 15 juillet. En général, on a justement les Shakira qui démarrent la saison, un tout petit peu avant, une semaine avant. Et à partir du début juillet, on a toutes les variétés qui arrivent. Ouais. Alors là, on a une belle couleur aussi pour les tomates. Des couleurs différentes, des tailles différentes aussi. Donc là, il n'y a que l'embarras du choix en fonction des produits qu'on veut faire. Là, c'est des tomates vertes, mais qui sont mûres. Exactement, c'est ça, la tomate zébra. Exactement, donc c'est une tomate verte. Légèrement striée vert-jaune. Tout à fait. Et ça, avec un carpaccio de tomates, par exemple, on prend une tomate ananas jaune, une zébra verte, un peu de rouge, et ça fait un très joli carpaccio de tomates. Et surtout, très bon.
Voilà. Pour des tomates farcies, qu'est-ce que vous me conseillez? On va prendre des grosses tomates avec par exemple, on pourrait la cœur de bœuf, pas trop. Moi, la cœur de bœuf, je la préfère crue. En salade, on est d'accord. Mais effectivement, l'aspect un peu torino, celle-ci, voilà. elles sont parfaites. Tomates rondes qui se creusent bien, qui se vident bien, parce que justement les tomates anciennes ont une chair très dense et du coup sont moins faciles à creuser, on va dire, qu'une tomate classique qui a de la pulpe, et du coup à creuser pour faire farci c'est plus facile. Voilà. Pour une salade de tomates classique avec huile d'olive, vinaigrette. Tout à fait, ouais. Même pas. Le vinaigre est parfois un peu à bannir, ouais. Juste un peu de fleur de sel, un peu d'huile d'olive, c'est parfait. Et puis on poursuit, on a là-bas des légumineuses, il y a des céréales, donc ça ce sont des producteurs de la région qu'on peut trouver dans votre magasin, producteurs d'Eure-et-Loire, avec des farines, on a des pois chiches, on a des fèves, non pas des fèves, des pois cassés me semble-t-il, ça c'est très bon en purée les pois cassés. C'est très bon. Ouais. Et on a la chance d'avoir des producteurs voisins en Eure-et-Loire d'ailleurs, parmi tous les adhérents du Terre d'Eure-et-Loire. On a une grande variété maintenant de producteurs, et nous on a par exemple nos voisins qui font donc tout un tas de sortes de légumes secs, une grande variété qui va de la polenta au pois chiche, au pois cassé, au boulgour, quinoa, toutes sortes de haricots noirs, rouges, blancs. Voilà, ils font des farines. En Eure-et-Loire on a également de l'huile de colza, du vinaigre de cidre. On a maintenant des graines de courge qui viennent d'arriver sur le marché. Voilà, donc on a maintenant une variété et bien sûr plein de pâtes. Forcément, on est dans le grenier de. Les graines de courge, comment est-ce qu'on les prépare? Les graines de courge, on peut les passer simplement au four quelques minutes, et puis après agrémenter avec un petit peu d'épices ou un petit peu de sel, tout simplement. Alors on va se diriger vers les volailles et les fromages, et en plus on va retrouver le producteur qui fournit la volaille pour le plat qu'on préparera tout à l'heure, donc la ferme de la Balnevidière. Donc là on a la volaille qui a été découpée et puis mise sous vide, donc ça c'est aussi un producteur qu'on peut retrouver chez vous. Tout à fait. Là on a du canard semble-t-il. Voilà, et puis... filet de canard, blanc de poulet, cuisse de poulet. On fait également des poulets prêts à cuire, des petits ailerons de poulet, voilà, on essaie de varier un petit peu. Et puis pour les fromages, alors ceux qui ont suivi notre émission Chemin de France en Beauce, eh bien vous avez vu Marie-Thérèse Pousse à l'abbaye de Notonville qui produit les fromages de chèvre, et on les a ici d'ailleurs chez vous. Voilà. On peut trouver les fromages de Marie-Thérèse Pousse avec du chèvre frais, d'autres qui a été travaillé des demi-secs, voilà, des donc, plus secs, des aromatisés avec des saveurs, exactement, échalotes, ail, poivre, saveurs orientales, jardin, il y a plein de choses. Voilà. Donc là, ça nous montre la multitude de fromages de chèvre possibles. On va terminer par un dessert, parce que là on s'est mis en appétit avec les légumes et puis les fromages et tous ces bons produits, parce que dans votre famille il y a aussi une tradition de production de vergers. Tout à fait. Et donc de fruits et de jus de fruits. Voilà, mes parents et maintenant mes frères donc ont une exploitation donc des vergers de pommes, et mon père avait commencé à faire donc des jus de pommes que mes frères continuent à exploiter. Donc maintenant ils ont une variété de gamme de jus de pommes, pommes fraises, pommes framboises, du pétillant, des petites bouteilles, voilà, donc de la compote également, voilà, qu'on va déguster. Une nouvelle table dressée, cette fois autour de la pomme et des fruits. On a vu les légumes, on a vu également des fermes de producteurs de volailles et autres, mais en Eure-et-Loire, on fait aussi les fruits. Ça, il y a une dimension familiale, puisque ce sont vos frères qui produisent une partie de ces jus. Voilà, à Bailleau-le-Pin, exactement, donc à 20 km d'ici. Et donc tout ça, ce sont des jus de pommes 100% naturels évidemment. C'est 1,8 kg de pommes pressées pour faire 1 litre de jus. Et donc il n'y a absolument aucun additif. On ne rajoute surtout pas d'eau, ni de sucre, ni de conservateur. C'est juste pasteurisé. Et c'est fait avec un assemblage de pommes à cidre qui donne ce petit goût un peu différent des jus de pommes qu'on peut trouver classiques qui sont faits avec des pommes à croquer. Donc on a la pomme dans tous ses états, la compote. Ça c'est le pétillant. Donc pétillant, c'est du jus de pomme mais à bulles, mais sans alcool. Mais sans alcool, c'est exactement. La différence du cidre. Et puis également des jus donc fraises, framboises, rhubarbe, le petit nouveau. Ouais, voilà. Le pétillant, ça servir frais. Ah, ça va être très frais, exactement. Et on va le goûter, surtout. Allez. Attention. Les pommes sont produites à quel endroit? Donc à Bailleau-le-Pin, c'est un verger qui est en bio maintenant, ça y est, qui est passé bio depuis cette année.
Et qu'est-ce qu'on utilise comme type de pommes? Parce qu'il y a aussi les pommes à cidre, alors c'est un assemblage de variétés. Alors, il y a 5 variétés de pommes différentes. Que je dise pas de bêtises. Il y a tout ce qui est jus d'or, jus d'aine, cidre, dabinette, des variétés de pommes un peu inconnues parce que ce ne sont pas des pommes à couteau. Voilà. Et ce sont des pommes qui sont plus acidulées, donc du coup vous allez avoir un jus de pomme beaucoup moins sucré qu'un jus de pomme classique. À quelle période de l'année on ramasse les pommes pour le cidre? Alors ça va commencer, d'ici. Ils ont commencé fin août les premières. Pardon, ouais. Ils ont commencé fin août pour les premières et à partir de la semaine prochaine, donc à partir de la mi-septembre, ils vont commencer vraiment la récolte jusqu'au 10 décembre, mi-décembre. Est-ce qu'on peut faire des plats à base de jus de fruits ou c'est uniquement pour la consommation courante, parce qu'il est déjà intéressant, mais est-ce que ça, par exemple, peut faire cuire une volaille, quelque chose, ou une sorte de sauce? Je pense qu'on pourrait éventuellement faire recuire une pomme de consommation dans un petit jus de pomme légèrement entre le croquant et le fondant. Ouais, je pense pour un dessert? Pour un dessert, effectivement. Une sorte de pomme au four, avec un petit jus aussi à côté. Un petit jus qu'on pourrait faire caraméliser, oui. Donc on a le pétillant, voilà, donc pour les occasions festives ou quand il fait chaud, ça permet de se désaltérer. Voilà. On sent vraiment le goût de la pomme. Puis il y a une acidité mais qui est pas trop prononcée mais qui est très agréable. Oui. Et qu'on sent surtout très bien sur le jus de pomme classique, on va dire. Voilà. Et les compotes, donc c'est fabriqué aussi par le même producteur. Exactement, avec les pommes de l'exploitation familiale, tout à fait. Merci beaucoup pour cette magnifique table que vous nous avez dressée, puis nous avoir accueillis aussi chez vous à la ferme de Diane et Hugues pour nous permettre de visiter et de découvrir ainsi comment sont produits ces légumes. Et puis vous voyez, vous venez ici, vous avez tout ce dont vous avez besoin, depuis l'apéritif, les petites tomates cerises légèrement sucrées que vous pouvez prendre en apéritif, jusqu'au jus de fruits que vous pouvez prendre en dessert avec la volaille, avec les fromages, des légumes tous plus beaux les uns que les autres. Vous avez là tout ce qu'il vous faut pour produire une très bonne table. Après cette visite de la ferme de Diane, nous allons retrouver le chef Benoît Sello en cuisine qui va commencer à préparer le plat qu'il nous propose pour cette édition. Dans Restaurant Jalera, quand vous préparez une saison, est-ce que ça se prépare longtemps à l'avant, d'essayer de, quand vous travaillez sur les plats ou si vous devez travailler la décoration pour un salon ou autre, c'est des choses que vous concevez plusieurs mois avant, qui est réfléchi, qui sont testés aussi? Bon, alors pour la cuisine, on travaille beaucoup, enfin les chefs de cuisine avec leurs équipes ont un vrai travail de réflexion. Benoît je dirais ce talent d'être un cuisinier qui cuisine, c'est-à-dire qu'il va vraiment penser ses plats, les mijoter, les travailler, rendre les assiettes, apporter la jolie complexité ou la complexité intéressante du plat. Voilà, donc ça c'est vraiment très intéressant. Et puis après pour tout ce qui est suivi de l'hôtel, c'est vrai qu'on profite des périodes un petit peu plus faibles pour faire peut-être certaines rénovations, certaines évolutions ou gros travaux comme on en a eu souvent. Parce qu'en fait, tous nos travaux, on les a toujours fait en site occupé. Donc on a réussi à habiller. Puis je trouve que les clients aiment bien, enfin je veux dire, les clients aiment le mouvement et ils aiment quand ça évolue. Mais on essaie toujours au Grand Monarque de respecter l'identité du lieu, c'est-à-dire de se dire, voilà, cette hôtellerie de province, de famille, il faut que ça transpire. Et je trouve que les charmes des boiseries d'époque, il faut savoir le conserver à bon escient tout en apportant une petite touche de modernité. Mais voilà, donc c'est des choses qui se font assez volontiers et on partage ça avec Nathalie volontiers. Oui, on le voit dans les tapisseries qui sont choisies, contraste assez moderne avec les boiseries plus anciennes. Donc on est dans une ambiance un peu de millimélo des deux qui est tout à fait intéressante. C'est vrai qu'on se sent bien quand on rentre dans la maison.
c'est un peu comme à la maison. Enfin, c'est même mieux qu'à la maison parce la maison n'est pas forcément aussi bien décorée, mais enfin, on se sent bien dans cet endroit-là. Ça donne envie de venir et de revenir aussi. Ouais. Alors, de temps en temps, on le dit, on le pense, on est au Grand Monarque à l'ombre de la cathédrale, elle nous protège, mais aussi elle nous inspire par sa verticalité. Ça veut dire qu'elle nous donne envie de faire les choses bien, avec passion, engagement, et que cet art de vivre, cette hôtellerie française, on est fiers d'emporter les couleurs et d'essayer vraiment de faire des choses qui sont dans l'esprit de la tradition avec de l'innovation. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut aider des jeunes qui sont intéressés par ces métiers? Ça peut être la restauration, ça peut être l'hôtellerie, pour les encourager à venir. C'est quand même des métiers fatigants, on travaille beaucoup. Si on ne veut pas trop travailler, il faut faire autre chose, mais ceux qui sont attirés pour les aider, pour les former aussi, pour assurer l'avenir. Alors je trouve que l'hôtellerie et la restauration sont vraiment un univers formidable parce qu'on peut arriver avec du bagage et c'est très intéressant d'avoir un bon bagage en hôtellerie et restauration. Par contre, on peut aussi être formé sur le tas et tout le temps, on engage des personnes qui n'ont pas forcément de qualification hôtelière et d'expérience, mais qui ont l'esprit, la volonté de bien faire, le goût. Il faut, quand on est en contact avec les clients, bien savoir parler anglais, mais et qui s'intègrent volontiers dans ce métier. Donc vraiment, c'est un métier d'opportunité. On peut rentrer comme voiturier dans un hôtel, on peut rentrer comme plongeur, aide de cuisine. La semaine dernière avec Benoît, on a engagé un garçon qui vient du monde des chevaux et qui aujourd'hui va intégrer en tant que plongeur aide de cuisine et qui, j'en suis sûr, d'ici 12 mois, fera partie des équipes. Donc beaucoup de métiers dans un hôtel comme celui-ci, il y a notamment la cave, c'est un point important. Alors c'est vrai qu'on voue une passion importante au vin et ce que je vous propose, Jean-Baptiste, c'est d'aller découvrir la cave. Eh bien, grand plaisir. Alors là, c'est le lieu magique, la cave, avec toutes ces bouteilles qui sont installées. Combien de bouteilles à peu près Environ 30 000. 30 000. Environ 30 000 bouteilles pour un peu plus de 2000 références sur la carte des vins. Donc voilà, donc, ce qui est vraiment très intéressant et très plaisant. Il y a vraiment une cave en plus qui est toujours sans mouvement. Parce qu'il faut la renouveler, il y a des vins plus anciens, il y a des vins plus anciens. Aujourd'hui, la plus vieille bouteille est ailleurs un Vouvray de chez Brédif en 61. Donc vraiment des très très beaux chenins. Après, on remonte gentiment jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà. On peut avoir des chenins aussi anciens que les 60. Aussi vieux, voilà. Donc là vraiment, bon par contre bien sûr, donc là on est vraiment sur la partie moelleux, hein, donc là sur la partie Vouvray. Donc en fait les sucres aussi aident à garder le. Comment vous faites vos choix de vin, des cépages peut-être que vous préférez, en fonction des plats aussi que prépare le chef pour les adapter? Alors le choix des vins, oui, se font aussi mais beaucoup en fonction de la cuisine, hein, c'est du chef. Voilà, donc bien sûr après on fait aussi les choix des vins aussi en fonction de la clientèle qu'on va avoir, parce que bon ici bien sûr sur Chartres, ce que souhaite la clientèle ce ne sera pas forcément la même chose qu'en étant dans le sud-ouest, donc on essaie toujours d'adapter un petit peu. Et on fait aussi le choix des vins en fonction des saisons. Donc bien sûr les vins qu'on va servir en ce moment ne seront pas les mêmes qu'on servira au mois de janvier et puis vice versa. Donc ça reste. Est-ce que vous avez vu une évolution dans les goûts des clients, dans les vins depuis une dizaine d'années? Est-ce qu'il y a des choses que l'on boit aujourd'hui qu'on ne buvait pas avant, vice versa? Une évolution des goûts, oui, parce qu'en fait on a forcément aussi une évolution en fait au niveau des vignerons. Aujourd'hui on retrouve des vins vraiment, on va dire un retour aussi vraiment au niveau des sols, au niveau des vignerons qui travaillent aujourd'hui vraiment avec tout ce qui est beaucoup plus naturel. Donc au niveau des vins, donc forcément on a une évolution du goût, donc des goûts qu'on n'avait pas il y a 10 ans. 10 ans, peut-être des vins peut-être des fois un peu plus droits, un peu plus clean. Aujourd'hui des vins un peu plus plaisants, un peu plus chaleureux. Donc, qui causent. Voilà, des vins qui causent. Non, c'est vraiment, vraiment une belle évolution là-dessus. Donc voilà. Puis on voit des cépages et des zones d'appellation qui, il y a une vingtaine d'années, étaient un peu en déshérence. La qualité a nettement amélioré, que ce soit en Val-de-Loire, dans le sud-ouest aussi. Donc, oui, c'est vrai qu'on est vraiment sur deux régions qui ont énormément travaillé maintenant depuis une grosse vingtaine d'années. Hein, parce qu'on sait que le sud-ouest, il y a 20 ans, 30 ans, n'était pas très beau. Aujourd'hui, ils font vraiment des superbes choses. Aujourd'hui, la partie Val-de-Loire, c'est pareil. Hein. Il y a 10-15 ans, il y avait déjà de très très belles choses. On a déjà des beaux vignerons. Aujourd'hui, on a aussi une jeune génération qui arrive et qui fait vraiment des choses extraordinaires. Et je pense que ce sont, surtout le Val-de-Loire, est vraiment aussi une partie qui est vraiment très 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 sous-estimée.
Et puis quand on est sommelier, il y a la cave que vous trouvez en arrivant dans un établissement, et puis ces vins que vous achetez, vous les transmettez aussi pour d'autres. C'est les sommeliers qui vous succéderont et ils auront des bouteilles que vous avez achetées. Donc, oui, c'est toujours un petit peu le jeu. C'est vrai que quand on arrive dans une maison, c'est vrai qu'au début on vend les vins qu'on n'a pas forcément choisis. Et donc après, nous on apporte un petit peu ce qu'on aime. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des vins qu'on achète, mais que je ne vendrai sûrement jamais, quoi. Donc c'est vrai, donc là, ça sera mes prédécesseurs qui vendront les bouteilles qu'on aura achetées aujourd'hui. Donc c'est aussi un plaisir. Mais bon, grâce à ça, aujourd'hui, donc nous, on peut avoir le bonheur de vendre un vin qu'à 30 ans. C'est quoi la journée type d'un sommelier? Il passe du temps en cave, chez les vignerons aussi, pour trouver des nouvelles pépites ou des vignerons confirmés que vous connaissez? Une journée type, oui, c'est beaucoup de dégustation, c'est beaucoup de contacts, surtout avec les vignerons. On va dire, ce sont surtout des échanges, même aussi bien avec la cuisine, hein, parce que bon, c'est vrai qu'il faut quand même garder aussi un contact cuisine, parce que forcément, sans connaître le plat, on ne peut pas faire un accord. On peut pas vraiment faire un accord juste. C'est vrai que voilà, donc il nous faut toujours quand même échanger. En fait, on va dire une journée type que ça sera vraiment comme on échange en fait, avec tout le monde. Alors justement, vous parlez d'accord entre les vins et les plats et d'échange. On va préparer tout à l'heure une volaille de la ferme de la Blainvindière. Donc, je propose qu'on aille chercher la bouteille qui pourra l'accompagner, et comme ça d'accompagner le vin et le plat. Donc ici, voilà, donc en fait, on est vraiment sur une grosse partie champagne. Ici, on va être sur la partie Bordeaux, sur l'une des parties bordelaises. Donc là, on a vraiment des très très belles choses. Et là, on va se retrouver un petit peu sur le cœur de la cave, donc là, un petit peu vraiment sur le cœur, sur le centre de la cave. Donc ce qui reste vraiment toujours... On est à température constante, fait quelle température à peu près? Aujourd'hui, en fait, on est autour de 17-18 degrés, on est climatisé. Voilà, donc c'est vrai qu'on a fait le choix là-dessus d'avoir cette température-là, parce que c'est aussi notre cave du jour aussi pour le restaurant. Donc forcément, il faut aussi avoir des vins à bonne température pour le restaurant, mais on ne peut pas non plus être trop froid. Par contre, on est constant vraiment toute l'année, donc 18 degrés, ce qui est vraiment très bien. Et en fait, on n'a pas de souci, parce que c'est vrai que sachant que les vins vieillissent très très bien. Par contre, dessous, on est sur un sol gravier mais terre battue, donc on arrose aussi régulièrement pour amener un petit peu d'humidité et de fraîcheur. Vous allez nous préparer une volaille, vous allez la préparer comment cette volaille? J'ai fait une volaille au girolles, donc j'ai besoin d'un vin qui puisse se marier avec la volaille et les champignons. Voilà, mais donc là l'idée en fait ça serait de mettre un cheverny blanc. Donc c'est vrai que la volaille est quand même sur une bande blanche. Sur la partie garniture, on est quand même sur la partie champignons. Donc c'est vrai que si on va sur un vin rouge, ça peut être un peu trop puissant, ça peut passer un petit peu au-dessus du plat. Donc là l'idée c'est vraiment d'avoir un vin blanc. Donc moi, Cheverny, on est en Val-de-Loire. On est en Val-de-Loire, voilà. Mais d'ailleurs, ils sont juste là, voilà. Donc là, l'idée en fait, donc là, ça serait d'aller donc là c'est Cheverny. Voilà, on est chez Philippe Tessier, donc vraiment un super vigneron du Val-de-Loire, qui a vraiment très très bien monté en cépage. Donc là sur celle-ci en fait on est sur du Sauvignon blanc, Chardonnay et sur du menu Pinot. Voilà, mais donc là sur la partie Cheverny, donc en fait on va quand même avoir des vins beaucoup sur le fruit, c'est assez ample, mais toujours aussi avec des belles fraîcheurs qui vont aussi ramener aussi derrière. Parce que la Girolle a des goûts assez forts, donc il faut trouver un vin qui puisse aller avec ses goûts relevés. Oui, c'est pour ça, voilà, mais un petit peu contrebalancé avec le plat. Vous mettez de la crème dans la volaille? Pas sur cette recette-là, non, pas de crème. Un jus de volaille réduit. Parti au four? Bon, parti au four, oui. Très bien, ben ça va aller parfaitement. Très bien. Tester. Et il nous faut aussi un accord pour le pâté de Chartres. Aussi un accord sur le pâté de Chartres. Ben oui, alors sur le pâté de Chartres, l'idée, donc là en fait, ça serait plutôt sur un vin rouge. Donc là, on serait sur une côte rouennaise. Donc là, on serait chez Stéphane Serol, on serait sur une cuvée des Perdrizières en 2016. C'est 2016, on est quand même sur un côté assez gourmand, assez plaisir, un petit peu chaud. Et là, on est sur un Gamay Saint-Romain, donc vraiment sur le cépage originel en fait des côtes rouennaises. Et donc là, on va vraiment chercher la partie plaisir et du fruit. Côte rouennaise, c'est Vallée du Rhône. C'est toujours Val-de-Loire, c'est un petit peu le début du Val-de-Loire. En fait, on est à côté de Roanne, donc oui, on est au-dessus de la vallée du Rhône. Donc Gamay, c'est assez ample et doux, le Gamay. Ce sont des cépages qui peuvent être un petit peu rustiques. Si c'est travaillé un peu durement, ça peut être des cépages un peu lourds, mais là, là on est vraiment sur le fruit, sur le plaisir du vin.
combien de types de viande dans le pâté de Chartres? Pâté de Chartres, trois types de viande, le canard ou le gibier en saison, veau et cochon. Et les trois sont travaillés différemment et après assemblés pour le pâté? Tout à fait, une partie au couteau, une partie hachée mécaniquement et assaisonnée. Ça c'est un plat très, très ancien, quelque chose typique de la région. C'est un plat typique de la région, une recette qu'on se transmet de génération en génération au Monarque. Et puis on voit bien la proximité du Perche, la Sologne n'est pas très très loin non plus, donc on retrouve le gibier, canard aussi qu'on a dans les étangs ou en bord de rivière, donc c'est vraiment un plat qui est l'expression de son terroir. Tout à fait, oui. Bonjour Nathalie. Bonjour Jean-Baptiste. Merci de nous recevoir dans cette belle maison qui est une incitation et une invitation au voyage. On va voir comment vous l'avez composée autour de ces thèmes et puis on va voir que dans chaque pièce, on voyage et on découvre des choses nouvelles. Avec plaisir. Bienvenue Jean-Baptiste dans notre Maison Blanche. Alors on est là dans une maison traditionnelle de Chartres que vous avez réaménagée entièrement. Donc la façade conserve l'aspect de l'ancien et ce qui est très intéressant à l'intérieur, c'est qu'on est à la fois dans du classique avec des touches extrêmement modernes. Vous avez manié les deux, que ce soit dans les objets, que ce soit dans les couleurs, et ça nous permet à chaque pièce en plus un décor différent. C'est vraiment ce que vous avez voulu faire dans cette maison. Oui, c'était un exercice assez intéressant et une gymnastique artistique à faire, de ménager un petit peu en fait, le côté classique et imposant de la maison bourgeoise chartraine et le côté un peu tendance et actuel de la décoration pour avoir voilà, une maison au goût du jour. Et c'est pas du tout antinomique parce que justement ça fait valoriser chaque partie est valorisée. Alors là, c'est une maison, on peut venir pour un week-end, pour une semaine. Voilà, c'est une maison de famille qu'on peut s'approprier le temps d'un week-end, d'une semaine en famille, mais même aussi en business. Hein, c'est possible de faire un séminaire ici, d'utiliser les salons pour réfléchir, la salle à manger pour faire des repas d'affaires. Voilà, c'est très adaptable. Ce qui est très bien conçu, c'est qu'on a une maison qui est carrée, donc pas de place perdue, et qui est très adaptée à la fois pour des pièces de réception, pièces de vie, et puis les chambres. On va commencer par le rez-de-chaussée. Pour voir notamment les pièces que vous avez ainsi faites. Là, on a un très beau salon. Alors, la touche dans chacune de ces pièces, c'est les tapisseries qui sont différentes. La thématique de cette maison, c'est vraiment le voyage en fait. Donc, comme elle est destinée à accueillir des gens de passage, on a vraiment voulu jouer l'immersion dans le voyage. Alors c'est un peu le voyage imaginaire, un peu aussi le voyage dans le temps, à travers certaines tapisseries. On est parti sur une thématique de Jules Verne en fait, comme ça laisse un voyage extraordinaire et du coup ça laisse quand même un peu plus de choix au niveau des panoramiques. Et là on est dans une salle à manger donc avec un papier peint qui est une réédition de papier peint du 18e qu'on trouve au papier peint de Paris en fait tout simplement. Hein. Ce sont des productions françaises. On a travaillé avec des gens exclusivement français et pour la plupart des locaux. Donc voilà, ça rajoute du plaisir au plaisir et ces tapisseries, voilà, en fait, elle crée un départ dans le voyage, dans l'imaginaire. Ce qui est surprenant et très agréable, c'est cette association entre la cheminée classique, 19e, avec ce marbre rose, la tapisserie, les meubles très contemporains. Et ça fait un ensemble qui est extrêmement Aujourd'hui, agréable. la tapisserie devient contemporaine parce que c'est très à la mode, mais en fait, c'est des tapisseries qui existaient déjà 18e, 19e siècle. Puis c'est assez cyclique. Hein. En décoration, on voit souvent les tapisseries Hubert d'une certaine époque aussi, qu'on a retirées dans les années 80. Et puis hop, c'est cyclique. C'est comme la mode vestimentaire. Hein. Ça revient. Ouais. Alors là, on a une très belle pièce aussi. C'est
ouverte sur l'extérieur, donc extrêmement lumineuse. Et qui est parfait. Oui, là, c'est vraiment une pièce super conviviale, en plus avec des couleurs chaleureuses. C'est vrai que c'est un choix qu'on a fait de mettre des couleurs comme ça, un petit peu fortes, mais c'est vraiment pour cerner et définir des ambiances en fait. Alors on sait, voilà, ça ce sont les sols d'origine, on s'est inspiré des couleurs déjà d'origine existantes et ça crée une serre voilà, très conviviale. C'est un endroit qui est baigné de soleil. On aime bien y boire un thé, y lire un bouquin, même boire un verre de vin. Souvent, c'est l'endroit où les gens se réfugient en premier. Ouais, c'est un peu l'antre très agréable. Comment on conçoit une pièce comme ça? On la dessine, on la pense? Est-ce qu'il faut aussi un petit peu habiter les lieux, enfin, penser les lieux? Parce que passer de la manière dont une pièce est pensée à la réalisation, on peut parfois être un peu surpris. Une couleur qui ne rend pas forcément comme on pensait. Oui, c'est pas vraiment une question que je me suis posée, mais j'imagine que c'est aussi mon éducation. Moi, j'ai eu la chance de vivre chez ma grand-mère dans une maison comme ça, un peu une maison de famille, en fait, avec beaucoup d'animation. Donc, j'ai certainement puisé l'inspiration dans mes racines. Et après, je me suis fait conseiller aussi par une amie en décoration. Je voulais beaucoup de choses, beaucoup de panoramiques, beaucoup de couleurs, et elle m'a aidée quand même à ordonner, à faire la coordination, justement, voilà, pour pas qu'il y ait trop d'informations, que ça reste quand même un peu paisible. Voilà, c'est très zen, la maison elle est très harmonieuse, et voilà, et c'est difficile, il faut pas verser. Donc là, j'ai fait appel à une amie qui est locale ici aussi, qui a une super boîte qui s'appelle Mise en Valeur et qui a beaucoup de talent, beaucoup de relations, qui a beaucoup d'adresses. Elle m'a emmenée partout à Paris, au papier peint de Paris, au fil des couleurs et tout ça. Et là, c'est vraiment la mecque un peu de la décoration. Donc, parce que ce qui est très beau, c'est qu'on a une harmonie d'ensemble avec des pièces différentes. Et c'est pas du tout disharmonieux. L'ensemble s'inscrit c'était le challenge. Voilà, dans la maison et dans son histoire, et puis dans cette invitation au voyage, effectivement. C'était le challenge entre le voyage extraordinaire de Jules Verne, les tapisseries du 18 ou du 19e, les plissés dans les abat-jours. Fallait trouver quand même quelque chose qui se... Ouais, c'était un sacré challenge. Alors ici on a les pièces à vivre et puis il y a les chambres qui sont à l'étage. Voilà, il y a 6 chambres. 6 chambres. Il y a 6 chambres dont 2 suites et il y a une cuisine également en fait. Bon, c'est une maison traditionnelle en fait dans son ensemble, avec 6 chambres, toutes quand même assez bien équipées avec salle de bain sanitaire. Je vous suis comme ça on va aller voir. C'est parti. On a hâte de voir comment vous avez répondu au défi d'aménager le reste. Allez, je vous suis. Alors je vous invite dans les étages, c'est une maison très symétrique. Donc on va retrouver 4 portes, 3 chambres par étage. Très facile de se repérer dans l'espace. Voilà, donc là le palier. Le grand palier, voilà, il y a un palier au premier étage et un palier au deuxième étage. Donc là au niveau de la décoration, on a une décoration assez neutre pour pouvoir absorber justement tous les panoramiques qu'on va trouver dans les chambres. Et donc ça c'était aussi un petit exercice qu'il ne fallait pas rater pour pas qu'il y ait trop d'informations. Voilà, donc les appartements en fait, à chaque fois il y a une chambre, une salle de bain et à chaque fois on retrouve encore un panoramique c'est super, à la thématique de la chambre. C'est le bleu. Voilà, donc là c'est toujours des couleurs assez voyantes, des peintures ressources. C'est vraiment un parti pris, mais ça relève bien le caractère de la chambre. C'est pour mettre en valeur aussi le panoramique. Donc ça, c'est la chambre Forest, qui plaît beaucoup. Et puis il y a une salle de bain, une baignoire très originale. Alors voilà, salle de bain et salle de douche aussi également. Il a fallu remettre au goût du jour tous les sanitaires, ce qui n'est pas forcément évident. Ce qui n'est pas forcément évident dans les maisons de cette époque-là. On a choisi en fait des carreaux dans un damassé qui peut paraître assez ancien, mais en fait du coup ça lui donne un côté contemporain, le fait que ce soit de la faïence. Et puis voilà, c'est assez pur en fait, donc du coup ça absorbe tous les messages et c'est très clair. Sur chaque fenêtre, il y a des balcons à l'extérieur. On a vu sur les magnolias grandiflora qui sont vraiment juste magnifiques. Donc ça donne vraiment, On a une salle de bain avec un balcon.
Bon voilà, on n'est pas tous les jours sur son balcon dans sa salle de bain. Non, mais c'est vrai qu'ils sont magnifiques ces magnolias. Les magnolias sont magnifiques. Ouais. Encore une petite fleur. Là. Ouais, il était mais gorgé de fleurs. Ah ouais, là c'était vraiment un bonheur. Hein. Ouais. Donc ça fait des chambres hyper lumineuses, qu'elle est très bien orientée en plus. Et voilà, des grandes ouvertures. Voilà, du blanc, c'est très lumineux, c'est très agréable, c'est très apaisant. Voilà, c'est des maisons qu'on aime. Et voilà, donc la suite Jules Verne. Donc d'où les petites montgolfières en fait, pour le voyage extraordinaire ou le tour du monde en 80 jours. Voilà, c'est un peu le rêve de petite fille. Hein. Donc ici on a un salon. Voilà, donc là c'est le petit salon en fait avec la possibilité de loger aussi des enfants si on veut, voilà, ou petit bureau avec une bibliothèque, voilà. Et puis là la chambre, la master bedroom comme on dit. Et on retrouve, alors là c'est la carte, donc voilà. On dort avec le ciel au-dessus de nous. Ouais, voilà, c'est donc une map monde, voilà, une planisphère imaginaire. Donc là, ça laisse le champ très large sur toute la nuit. Et c'est vrai que c'est un côté sympa, complètement décalé, pas vu dans une autre chambre d'hôte ou dans une autre, voilà, dans un autre format d'hébergement. Voilà, c'était le côté un petit peu voilà, très appuyé sur l'évasion, voilà, sur l'imaginaire. Voilà, avec la tête de lit comme ça en petits nuages, voilà, en nuages. Voilà, c'est des papiers peints qui viennent de la maison au fil des couleurs à Paris, voilà, et ils ont vraiment des choses magnifiques en termes de panoramique. C'est voilà, c'est vraiment fabuleux et très difficile à choisir parce qu'il y en a quand même quelques-uns. On voit qu'il y a beaucoup de pièces, ça permet d'exercer un choix plus vaste. Mais c'est vrai qu'ils sont très réussis. Puis c'est des pièces carrées, donc facilement aménageables aussi. Là, il n'y a pas non plus de pièces. Ouais, c'est des grandes pièces, hein, ouais, c'est des grandes pièces. Ça, c'était vraiment la chambre des maîtres, en fait, toujours avec le balcon, vue sur le Magnolia. Voilà, c'est une taille de chambre assez volumineuse. Donc là, il y a la salle de bain qui a pu être intégrée, plus l'arrière-chambre ou le petit salon, en fait. Voilà, donc ça fait quand même presque 40 mètres carrés. Hein. Alors il y a Jules Verne et puis il y a un autre auteur qui hante un petit peu cette maison, qui est Marcel Proust. Ouais. Et il y a d'autres manières de voyager. Alors il y a la vue, mais il y a aussi les odeurs. Et donc vous nous permettez de continuer à voyager. Vous avez créé un parfum dédié à Marcel Proust. Ouais. C'est aussi un hommage à cet auteur qui d'ailleurs a passé du temps pas très loin d'ici, à Élie-Combray. Hein, à Élie-Combray, tout à fait, il y a la maison de Tante Léonie. De Tante Léonie, d'ailleurs c'est le nom du parfum. C'est le nom du parfum, tout à fait. Ouais. Il fallait qu'on trouve une signature olfactive pour notre maison en fait. Et on a la chance d'avoir des amis qui travaillent dans le parfum, qui sont la famille Thomas en fait, qui travaille depuis des générations dans le parfum. Ce sont des Français, ils ont voilà, une belle expérience dans le parfum. Ils nous ont permis de réaliser cette signature olfactive. Bon, on va découvrir aussi. Ouais, c'est parti. Alors il y a chez Marcel Proust ce passage célèbre où le jeune Marcel dégustait des madeleines chez sa tante Léonie, pas trop loin d'ici d'ailleurs, à Élie-Combray. Et puis cette scène, il se la remémore plusieurs décennies après. Il est reçu dans une réception, il raconte ça dans Le Temps retrouvé. On le fait attendre dans un salon, il était arrivé un petit peu en retard. Alors peut-être un salon qui ressemblait un petit peu à celui-ci, puisque c'est à peu près la même époque où la maison a été construite. Et puis en mangeant la madeleine qu'on lui a apportée, il se remémore une scène plusieurs décennies auparavant. Et c'est ça que vous avez voulu montrer aussi dans ce parfum. Alors, Tante Léonie, qui a le nom de la tante de Marcel Proust, et retrouver ces côtés chaleureux, d'atmosphère, de se remémorer aussi un petit peu les saveurs enfantines. Oui, c'est ça. En fait, Tante Léonie, c'est pour nous, dans la signature olfactive, c'était important parce que c'est la maison de Marcel Proust, en fait. Donc, c'est le caractère voilà, très chaleureux de la maison qu'on avait envie de retrouver dans ce parfum, l'ambiance aussi de la famille, voilà, des gâteaux faits maison, voilà, c'est
toute cette ambiance-là qu'on voulait retracer. Un petit peu de brioche, de beurre. On s'imagine, on est le dimanche matin. Oui, c'est ça. Il y a des notes de vanille dedans, en fait, en termes plutôt techniques, voilà, qui vont rappeler cette brioche et cette Madeleine de Proust. Alors, ce qui est dommage, c'est que la vidéo ne permet pas encore de retransmettre les odeurs. Mais en tout cas, ici, on peut le sentir. Ouais, voilà, on peut se faire un petit... Voilà, ces petites notes vanillées. On est reparti chez Proust. Ouais, voilà, c'est ça. Mais transporté Donc, la maison, dans le temps et l'espace. Voilà, la chaleur d'une maison de famille, en fait, tout simplement, voilà, avec la famille, les bons produits. Et puis il y a le printemps proustien. Alors ça, c'est un thé qui est préparé. Alors c'est pas de vous, mais qui est aussi dans la région. Dans la région, qui a été d'Aman, tout à fait. Voilà. Il est produit dans la région et en fait, à l'occasion du centenaire de Proust, on a édité en fait, voilà, toute une collection à son effigie avec un grand festival littéraire. Voilà, c'était un vrai succès d'ailleurs. Et donc le thé de Proust est fabriqué dans la région. Dans la région, comme ça on a le thé et les madeleines. Et le parfum, dans la Cosmetic Valley. Enfin voilà, c'est vrai qu'on regorge de mille et une. Alors il y a une pièce qu'on n'a pas encore visitée dans cette maison, qui est une pièce très importante, c'est la cuisine. Oui. Et on va y aller, on va retrouver également le chef qui nous a préparé le plat qu'il nous a annoncé tout à l'heure. Quelle chance. Voilà, et donc on va pouvoir voir comment il travaille et également goûter. Goûter cette fois-ci la volaille qui nous a promise. Bon, eh bien, écoutez, vous allez avoir un festival culinaire de saveurs. Chef. Voilà, donc vous apportez le poulet. Voilà, le poulet. Qui va faire un petit tour par la cuisine. Et puis comme ça, on pourra ensuite le déguster. Alors, on peut aider? Bien sûr. Allez, girolles, la verveine. Et la blette. Les blettes. Directement du potager, ça. Qu'est-ce que ça sent bon? Bon, c'était joli alors. Oui, c'est très sympa. Beau produit. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose au potager? Non, j'ai tout ce qu'il me faut. De la Maison Blanche. Petit clin d'œil. Et voilà. Et voilà, là c'est le bureau du chef. Merci. C'est magnifique que de manger ça. Bonne dégustation. Voilà, c'est superbe. C'est
suprême de poulet, on a vu le petit marron, les champignons, il n'y a plus qu'à déguster et puis on va faire ça autour de l'ensemble des artisans qu'on a pu voir au cours de cette balade à Chartres et de toutes ces personnes qu'on a rencontrées. Et je vous propose de nous retrouver autour de ce plat et autour des personnes qui ont permis la réalisation de ce plat. Autour de cette table magnifique avec les différents produits que nous avons eu l'occasion de croiser dans cette émission et puis l'ensemble des producteurs, des réalisateurs que vous avez pu voir également, la verrerie, les vitraux, tailleurs de pierre, la forge et puis tout ce qui permet d'avoir cette belle table dressée grâce au chef Benoît. Nous avons ainsi les artisans qui ont produit ce qui nous est aujourd'hui proposé. Alors il y a notamment ces fleurs qui sont très chatoyantes au regard et en plus on peut les déguster, ça c'est doublement intéressant. Jean-Baptiste, je vous présente Virginie Bouchard de Tremblay-les-Villages qui est productrice de fleurs et de salades. Alors c'est assez original de faire des fleurs de consommation, généralement c'est plutôt pour la décoration. Absolument, normalement la fleur elle est au milieu de la table dans un vase, là on la met dans l'assiette pour, comme vous le disiez, apporter une petite touche chatoyante et puis également une saveur particulière pour certaines d'entre elles ou un peu plus atténuée pour d'autres qui sont avec cette saveur. Toutes celles qui sont là sont comestibles, donc on peut les manger? Toutes celles qui sont là, toutes celles qui sont dans votre assiette, sont comestibles, sans risque, vous pouvez les manger, absolument. Alors qu'est-ce qu'on a comme type de fleurs? Il y a des couleurs assez variées. Alors vous allez trouver ce qui a été mis dans les assiettes des petites tagettes. Vous allez trouver également des bleuets qu'on peut trouver dans les champs un peu partout. Voilà, le bleuet du 11 novembre. Le bleuet du 11 novembre, les pélargoniums qui sont ici et des cosmos orange. Toutes ces fleurs-là, vous pouvez les avoir aussi dans vos jardins, sur les bords des fenêtres. Et voilà, les fenêtres. Et également la bégonia qui est ici. Une petite fleur croquante, acidulée, qui se tient également très bien dans une assiette. La viola, voilà, qu'on peut avoir. Donc toutes ces fleurs, des couleurs différentes. Et des saveurs également, bien différentes. Et en matière de saveurs, il y a également des salades que vous nous proposez. Voilà, donc en matière de saveurs, vous avez également des pousses de salade. Là, on a un petit mélange de tout ça, avec des couleurs également différentes et des textures. Vous voyez, par exemple, la moutarde métisse qui est rouge, la moutarde Loussanne qui est verte, des pourpiers, tout ce qui peut composer une salade et qui donne vraiment un goût soutenu. Ça apporte un peu d'amertume ou... Un peu d'amertume, il n'y a pas la roquette malheureusement, on n'a pas apporté la roquette, mais un peu d'amertume, un peu de... Vraiment, parfois pas besoin d'une vinaigrette finalement. On a du goût juste dans la feuille. Juste avec la salade. La vraie salade a beaucoup de goût. Alors, autre plateau magnifique, ce sont les fromages. Et là, nous sommes gâtés parce que nous avons des fromages locaux avec le trèfle qui est ici. C'est un camembert de Normandie qui est l'appellation et qui est bio et fermier. Voilà, c'est pas local, mais on n'est pas très loin. Nous, on n'a pas beaucoup de fromage dans la région, donc on a quand même quelques chèvres. Celui-ci, c'est un chef qui a été créé il y a une vingtaine d'années. Plusieurs producteurs se sont regroupés pour créer un fromage qui s'appelle le trèfle. Il y en a dans l'Orne, dans le Loir-et-Cher, en Eure-et-Loire et dans la Sarthe. Et donc c'est un fromage qui est plutôt fait? Alors il y a différents stades d'affinage. On peut les avoir frais, là on les a reçus ce matin. Et ceux-là sont un peu plus affinés. Puis il y en a des gens qui les aiment très secs. Donc, suivant les goûts, on les affine différemment. Et ça vient de Frétigny. Et ça vient de Frétigny, en Eure-et-Loire. En Eure-et-Loire, donc on est vraiment dans le département. Là, oui, c'est du département. Ouais. Et puis là, on retrouve des fromages plus classiques. Alors ça, ce sont des plateaux que nous réalisons nous à la boutique avec des fromages d'un peu partout en France. Voilà, on fait aussi bien des plateaux pour les dégustations de fin de repas que des plateaux dégustation. Ça, c'est un plateau sur l'apéritif. Pour 2 personnes, un repas, 2-3 personnes sur un repas. Et on a fromage et charcuterie. Voilà. Alors justement, la charcuterie, elle nous tend les bras. On a des choses magnifiques avec Gilles Moussu qui nous a apporté rillettes, pâtés. Il y a ce qui est devant là qui est assez intéressant parce qu'on le voit assez peu. Oui, ce sont des rillons, c'est un produit qui a été créé, qui est un petit peu sur tour à la base. Et nous faisons les rillons, bien sûr. Alors comment on fabrique un rayon? Alors le rayon, c'est de la poitrine de porc que nous mettons au sel.
Et après, nous on a un petit truc, on le cuit dans le lait pendant 1 heure pour le rendre moelleux. Après on les égoutte, on les rince et après on les fait frire dans de la graisse pour les colorer un petit peu. Les saucissons, c'est très compliqué de trouver des bons saucissons parce qu'il faut que le temps de séchage soit vraiment parfait. Ouais, nous on est à peu près parmi les seuls à en faire en Eure-et-Loire, référencés. Alors il y a 2 sortes de saucissons, là c'est la même texture sauf c'est juste l'emballage qui change. Là vous avez de la saucisse sèche qui est courbée et vous avez du saucisson sec. La saucisse sèche a à peu près 3 semaines d'affinage et les saucissons secs il faut 1 mois et demi, c'est une question de grosseur. Et vous avez vos propres... On a des salles exprès, ouais, on a une hydrométrie de 80 et puis une température de 14 degrés. Le pâté qu'il y a devant. Là, c'est un persillé de Bourgogne. C'est avec de l'ail et du persil frais. Et puis, c'est des morceaux de jambon que nous mettons au sel et que l'on cuit. Et après, on monte ça en terrine avec l'ail, avec le persil. Puis, on fait une gelée. Et on repasse ça au four. Et ça se mange froid. Alors, les rillettes. Ça, c'est des rillettes de lapin qu'on fait. Nous, on fait des rillettes de lapin. En plus, j'ai mon producteur de lapin qui est à côté. Voilà. J'achète le lapin. Le produit final. Voilà, c'est des rillettes de lapin. Impeccable. Ça, on fait rillettes de lapin et rillettes de porc. Et ça, c'est pour faire un petit côté original. Voilà, rillettes de lapin. Et puis, le pâté de campagne. Campagne au foie, la base où il n'y a que du sel, du poivre. Et puis de la viande et un petit peu de foie. On monte à 25% de foie, pas plus. Et après, c'est passé au four aussi? C'est passé au four, ouais. C'est mis au sel, on le hache, on le cuit au four, et puis après on le refroidit, puis après ça peut être consommé sans problème. Et là-bas, nous avons donc du saucisson à l'ail. On a un saucisson à l'ail très très maigre que nous faisons aussi, et c'est pareil, c'est un saucisson qu'on met au sel, après qu'on pousse, qu'on met au fumoir, et puis après qu'on cuit, et puis voilà, l'affaire est faite. Ouais, l'affaire est faite, c'est très simple. Voilà, oui. C'est simple à dire. Oui. Alors autre chose qui est aussi assez compliquée, c'est le pâté de Chartres. Là on en a 2 magnifiques exemples, un en longueur et puis l'autre une portion plus restreinte. On a évoqué le pâté de Chartres au cours de cette émission. Est-ce que vous pouvez rappeler comment on le produit, notamment la pâte qui est autour, et puis les ingrédients qu'on trouve à l'intérieur? Alors le pâté, celui-là c'est le plus classique, celui qu'on trouve un petit peu partout en France. Et le pâté rond et ovale, enfin plus gourmand, celui-ci, c'est officiellement le pâté de Chartres. La taille officielle du pâté de Chartres. Donc c'est un pâté à base de canard, gorge de porc, veau et foie gras. Donc c'est là aussi des produits qu'on trouve localement, surtout que maintenant le foie gras, on en fait aussi grâce à Frédéric à proximité d'ici. Et ce sont également des ingrédients qui sont liés avec la chasse, avec la saison aussi. Alors le pâté de Chartres était à l'origine élaboré avec des pluviers, et on voit toujours des pluviers dans la Beauce qui traversent. Il y a des couloirs de passage, notamment pas très loin de chez Virginie, là, sur la route de Sedonche. Et voilà, alors aujourd'hui, pour différentes raisons, on utilise du canard, du faisan, mais des produits de la chasse, toujours. Les pluviers, c'est plus aléatoire, il n'y a pas toujours des passages de pluviers, c'est ça que je veux dire. Et en fait, ce qui a rendu le pâté de Chartres célèbre, c'est en fait un pâtissier qui s'appelait Voisin, qui il y a 3 siècles faisait des bons pâtés et avait un apprenti. Et puis cet apprenti, il a appris à faire des pâtés, et puis un jour, il s'est installé pas très loin de chez Voisin, et il a dit « mes pâtés, ils sont aussi très bien ». Et en fait, ils avaient beaucoup d'humour à l'époque, puisqu'ils se sont servis notamment de Grimaud de la Reynière pour s'envoyer des poèmes et relater les qualités et le goût de leur pâté. Et c'est ça qui a rendu le pâté de Chartres célèbre. Voilà. La pâte qu'on a autour, c'est une pâte boulangère, c'est pour l'enrobage? C'est une pâte à base de farine, de beurre et de sel et d'eau. Et donc on le met, pour la fabrication, on le laisse au four? On le laisse au four environ 1h45. 1h45. Ça dépend évidemment de la taille, je suppose, Tout à fait, la taille du pâté. Merci à Angélique, qui est assistante de direction, et Nathalie, qui vous occupez de Maison Blanche, et nous avoir ainsi reçus. Et puis on a le pâté de Chartres, donc le chef va nous découper. Alors c'est très dommage parce qu'il y a le nom de l'émission qui est superbement écrit dessus, mais enfin il faut bien lui faire un sort. Angélique, c'est un privilège de travailler dans une maison comme ça et puis un lieu aussi beau. Tout à fait, j'ai beaucoup de chance. Je pense avoir beaucoup de chance de collaborer avec Nathalie et Bertrand. C'est une très belle entreprise familiale
où on s'y sent très bien et on a le plaisir chaque matin de venir travailler. C'est toujours un vrai bonheur. Ça, c'est pas donné à beaucoup de gens de... Non, je suis privilégiée, effectivement. Venir le matin travailler. Tout à fait. C'est un grand privilège. Ainsi s'achèvent ces chemins de France. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez découvert des gens extrêmement intéressants, appris aussi beaucoup. Merci à Bertrand et à Nathalie Jalera de nous avoir reçus chez eux, au Grand Monarque, à Maison Blanche, d'avoir permis également de découvrir les producteurs auxquels ils font appel aussi bien pour la maison que pour la table. Et puis merci au chef Benoît Sello pour la préparation de ce suprême de volaille et puis de nous avoir également conduit chez Frédéric à la ferme de la Bellevillière pour découvrir les volailles in situ. Vous avez ainsi pu découvrir une partie de cette France dans la région de Chartres et des environs et puis tous les artisans qui nous ont suivis, que nous avons rencontrés au cours de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir ouvert vos portes et ainsi permis de découvrir vos métiers respectifs à chacun, ces différentes mains qui s'agitent et qui nous permettent de continuer à avoir de l'artisanat et à avoir de si belles choses qui égayent aussi bien les maisons que les tables. Merci et à bientôt pour des nouveaux chemins de France. Au revoir Jean-Baptiste. À bientôt Jean-Baptiste.